Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace édition du 13 avril 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, une belle dernière semaine dans l'actualité sportive qui a vu une grosse signature avec les Canadiens de Montréal. Puis bien sûr, on parle de Tyler Thorpe. Mais non, prenez ça relax. Bien sûr, Ivan Demidov. D'ailleurs, je permets quand même une petite plug pour nous-mêmes plus tard à l'émission. Parlant d'Ivan Demidov, on reçoit deux invités très spéciaux dans cette émission. Le premier, on parle d'Ivan Demidov, le journaliste qui a sorti la nouvelle comme quoi il s'en viendrait avec les Canadiens et que son contrat serait déchiré en KHL, Marco D'Amico. Et un petit peu plus tard, en deuxième partie d'émission, on parle de basketball pendant une heure avec nul autre que Maxime Pépaquette du balado Planète Basket. Les gars, au-delà de ça, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une belle semaine de sport? Mon homme, je vais te dire tout de suite, là, j'ai fait un de ces nappes mordis, là, qui n'ont aucun espèce de bon sens. Tu sais, le genre de nappe que tu dors 4 heures de temps, puis c'est genre, man, je me sens comme si je venais de rajeunir 10 ans. Je me réveille de ça. Première affaire que je vois jouer au Twitter, Ivan Demidov ici à Montréal, j'en fait. Oh! Hey, d'ailleurs, il a vu ça une couple d'heures en retard d'ailleurs. Quand il dit le truc, c'est pas levé à 2 heures, là, c'est vers 4-5 heures. C'est quoi, ça sortait sur Twitter sur quoi? Vers quoi? 2 heures? 1 heure et demie? Oh, 1 heure et quart, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Quelque chose d'un peu l'anecdote. Je pense que je me suis endormi, il était genre 1 heure, quelque chose dans même. Genre, j'ai manqué 15 minutes. Pour l'anecdote, moi, quelqu'un qui me disait « Ah, tu sais, Ivan Demidov, tout ça. » Puis là, je suis OK, parfait. C'était sorti après que Marco il a sorti ses tweets. Puis là, je fais juste comme aller dans Twitter. Je fais, là, je passe de top à plus récent. Puis là, je vois le SKA annoncé il y a 2 secondes, compte en anglais. Je suis comme « Ah, c'est officiel. » D'ailleurs, c'est pas Pop, tu parles de ça. C'est pas Steve Dangle, justement, qui s'était endormi à travers les échanges Piquet Subban et Taylor Hall. Oh, c'est une affaire de même. Ça se pourrait, il me semble que ça me dit quelque chose. Ouais, mais ça, c'est une affaire de même. C'était endormi pour cette affaire-là. Bref. Félix, toi, comment va ta semaine? Moi, j'ai passé un plus beau dimanche que Bryson DeChambeau, qui l'a complètement échappé en dernière ronde du Masters, mais quand même pas un aussi beau dimanche que Rory McIlroy, qui a tout fait pour perdre son tournoi des maîtres, mais qui a finalement son veston vert après des années à essayer. Ça faisait depuis 2014 qu'il n'a pas gagné de majeur. Un gros dimanche de golf au grand bonheur de mes deux co-animateurs qui ont raffolé de chaque minute de ce tournoi, qui n'ont pas manqué une seconde. Rory McIlroy, quand même, honnêtement, une histoire quand même vraiment cool. Là, le gars qui c'est son 13e Masters qui essaie de gagner pour compléter son grand chelem en carrière. Et a finalement réussi cette année. Maintenant, à remporter les 4 tournois majeurs du golf, devient le 6e de l'histoire seulement à faire ça. Il a failli perdre 3 fois. Le premier trou, 14e trou, 18e. Les 3 fois, il aurait vraiment pu s'écrouler complètement. Gagne un majeur en ayant fait 4 double bogeys. Ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais ça a été vraiment un dimanche de golf super le fun. Il y a eu, je pense, 5 gars au total qui ont eu la tête pendant cette dernière journée-là. McIlroy l'a perdu très brièvement, mais a quand même eu le contrôle de la tête tout le match, toute la ronde, et surtout 2 énormes coups. En fait, même 3 avec son trou de prolongation. Là. 3 coups que dans quelques années, on va repenser à ce Masters-là et faire « Ah ouais, c'est vrai, il avait fait ces 3 shots-là vraiment, vraiment cool. » Donc, chapeau à Rory McIlroy qui a peut-être la plus belle semaine. Mais je pense quand même que l'homme qui a été le plus heureux cette semaine, en fait, il y en a 2. Un homme qui est plus riche de 500 millions, puis un homme qui est fan de l'équipe qui a payé 500 millions à son joueur de franchise. Mio, as-tu passé une belle semaine, toi? Ah, finalement, pour de vrai, avec la signature, finalement, l'extension de contrat de Vladimir Guerrero Jr., t'es comme « Oh my God! » Tu sais, déjà, de un, je m'en attendais pas trop non plus. Je suis pas tant plugué sur les petits détails de ce qui sort au baseball, mais tu sais... Mais attends, tu t'attendais pas à ce qu'une grosse nouvelle sorte 2 heures après qu'on ait fini d'enregistrer le podcast de la semaine? Tu t'attendais pas à ça? Après un an et demi, t'as toujours pas compris que la grosse nouvelle, elle sort tout le temps à minuit dimanche.
Voilà, on tombe en erreur de débutant. Fallait-tu que je m'attende à ce que ce soit, tu sais, comme toujours, on peut toujours s'attendre à ce que quelque chose de gros d'arrive, mais fallait-tu que ce soit Vladimir Guerrero ou je le sais pas. Ben oui, évidemment. Comme là, tu vois, à minuit à soir, on va apprendre que le Canadien a fait un échange, même de la date limite est passée, puis que Sidney Crosby s'en vient à Montréal. Ça va arriver, man, prépare-toi, ça va arriver. On va apprendre qu'Aaron Rodgers signe avec les Steelers finalement. Ah, ça se peut, ça, pour vrai, ça se peut. J'ai déjà hâte qu'on s'en parle demain. Mais non, pour de vrai, je ne m'attendais pas à la signature de Guerrero. D'ailleurs, contrat de 14 millions, 14 ans, pardon. 14 ans, ouais. Non, c'est pas, pour emprunter une petite expression, là, si vous me permettez le pun, mais c'est pas dans le ballpark de ce qu'on s'attendait vraiment de sa part. Mais toutefois, parle-moi d'un bonus de signature de contrat. C'est 325 millions bonus, juste pour de vrai, là. Pour avoir mis sa signature à côté du X. Mais attends, c'est pas en un versement. Le montant est réparti tout le long du contrat. Ça demeure que c'est un 325 millions de dollars qui lui sera versé à travers tout ça. Là. Est-ce que je peux faire un 325 millions de dollars plus facilement que ça, s'il vous plaît? Non, ça, je te le donne. Tu peux pas. Le crayon, il est là. Donnez-moi le document, je vais le signer, là. Non, c'est ça. C'est que dans le fond, honnêtement, c'est juste un vite pour ceux qui n'ont pas suivi, là, c'est plus un move comptable qu'autre chose, dans le sens où Vlad habite en Floride, donc on veut éviter des impôts comme ça, et ça coûte un petit peu moins aux Jays en termes de salaire qu'on va payer. Donc, Vlad habite en Floride, je savais pas ça. Oui, il réside en Floride, pas de taxes là-bas, évidemment, contrairement à Toronto où il y a un petit peu plus de taxes. Donc c'est vraiment un move qui est plus comptable qu'autre chose, mais ça va être versé sensiblement comme du salaire, dans le sens où c'est pas tout d'un coup, là, ça va être à chaque année, sauf que ça va être en un paiement à chaque année au lieu de d'être en salaire aux 2 semaines, comme la pauvre plèbe que nous sommes. Jusqu'à ce que Manskin nous commandite le podcast. Ça va être dans notre histoire. Voilà. Donc, hey, Mister, sur ça, passons tout de suite on va passer un petit peu à notre jasette avec Marco D'Amico tout de suite. Ça va être pas pire, bien hâte. Ça va être du beau contenu, puis j'espère que vous allez apprécier à la maison. À tout de suite! Et pour cette première partie d'émission, écoutez, les séries éliminatoires s'en viennent. Fort probablement à Montréal, c'est sûr que vous êtes pas mal tous conscients de ça. Ça a été une grosse semaine, ça a été une semaine occupée, non pas juste avec ce qui se passe sur la glace, mais bien sûr en dehors de celle-ci. Beaucoup de nouvelles qui ont été cassées, puis qui de mieux avec nous pour discuter de tout ça que Marco D'Amico pour RG Media. Marco, merci beaucoup de 1 d'avoir accepté notre invitation et de 2, comment ça va? Comment a été ton dernier 7 jours? L'homme de l'heure au Montréal. C'est un bon petit marathon, là, je dirais, là, mais c'est ça la job quand tu couvres le Canadien de Montréal. Il faut toujours être prêt, puis des fois, il y a de l'information qui drop devant toi, puis c'est ta journée. C'est ça que ça a donné. Honnêtement, t'as dû capoter quand tu as la nouvelle avant tout le monde, sérieux. Ça devait être vraiment quelque chose. C'était... je pense que j'ai perdu 10 livres en 3 heures. Je vais être franc avec vous, là. C'est recevoir de l'information de cette importance-là et de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit pendant 3 à 4 heures. Moi, je suis un gars très impatient dans la vie. Je fais ce que je veux quand je veux, puis c'est le temps. Puis de me faire dire tu dois attendre, alors que ça se peut que d'autres journalistes, des insiders prennent cette information-là, ben c'est la vie. Donc, c'était un peu stressant, mais pour les partisans, j'étais juste très content parce que la bonne nouvelle s'en venait, que ça venait de ma bouche ou ça venait de la bouche de quelqu'un d'autre. Puis c'est pour moi, pour la culture sportive au Québec puis à Montréal, je pense que c'était juste un très grand plus. Puis j'avais juste hâte d'avoir la bombe. C'est sûr que... Vas-y, Pop. On va faire une petite mise en contexte, voir un peu comment ça s'est passé la journée de mardi, parce que comme tu l'as expliqué cette semaine un peu, au départ, tu parlais juste avec Demidov pour faire une entrevue pour un texte pour RG Media. Puis, ce que je comprends, c'est que pendant l'entrevue, Ivan Demidov apprend que son contrat est résilié, il signe avec Montréal et s'en vient officiellement en Amérique du Nord. Fait que, dans le fond, toi, tu t'es levé un matin avec le timing parfait pour ça, là. Pour une entrevue qui était setée des semaines à l'avance, là.
Ouais, c'était de la grosse chance. Écoute, pour moi, une fois on était supposé de le parler aux alentours de le match des étoiles de la KHL. Puis, veut pas, c'est ça que ça l'a donné. C'est qu'on arrive dans le spot et on se fait dire OK, tu as à peu près 1 heure avec, go. Puis ça l'a donné que c'était ce mardi-là. Le jour auparavant, on s'est fait dire qu'il n'était pas confiant de pouvoir faire quelque chose pour la terminaison de contrat. On est en train de le parler 18 heures plus tôt et ça ne l'a pas donné. Donc, 18 heures plus tard, on est en train de le parler avec mon collègue Pavel en Russie et mon boss et soudainement, je me suis fait dire on doit mettre pause à l'entrevue. Quoi, il a besoin d'aller aux toilettes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a besoin de faire une pause? Non, il a besoin de parler aux Canadiens de Montréal. OK. Cool. Je peux comprendre que peut-être qu'il y a un appel de conférence et c'est ça que ça donne, puis on verra bien. Mais le problème étant, quand il est revenu, la première question qu'on avait avec, puis c'était pas donné, c'était la prochaine question sur la liste, c'était est-ce que tu as hâte d'éventuellement jouer un match pour le Canadien de Montréal? Et sa réponse était oui, j'ai très hâte de jouer des matchs avec le Canadien de Montréal avant de la fin de la saison. Oh. Puis là, on se regarde tous, puis on a fait genre qu'est-ce qui a changé? Viens-tu de nous annoncer que tu viens de signer? Là? C'est ça la c'est ça. Fait que là, on a discuté avec son agent Dan Milstein qui a confirmé que ils avaient, à ce moment-là, terminé le contrat en KHL. Puis, ils allaient venir et être prêts pour venir à Montréal dans la semaine. Puis là, cette situation, elle a évolué même après ça. Mais il faut comprendre que ceci était 11 heures, à peu près 11 heures, 10h30. Et donc, on s'est fait dire, s'il vous plaît, ne dites rien. Parce que si l'information sort avant qu'il arrive aux douanes ou que le SCA ne fait pas une annonce, ça peut l'affecter puis ça peut retarder le processus comme ça l'a fait avec l'autre client qui, là, Ilya Sorokin, en 2020, c'était un peu la même situation. Quelqu'un est sorti, qui a signé son contrat, ils l'ont gardé aux douanes pendant 2 jours. My God. Fait que là, c'est ça, t'as dû attendre vraiment que le SCA confirme la nouvelle, mais tu sais, à quel point c'est difficile dans ton métier de journaliste de hey man, faut vraiment que j'attende. Puis, tu sais, justement, on l'a dit en entrée, là, t'as comme cette petite pépite-là que tu sais qui va causer un véritable explosion, un véritable feu d'artifice à Montréal. Comment est-ce que tu as dû dealer avec ça, toi? Ouais. Écoute, quand j'ai su, j'ai mis un espèce d'emoji de yeux sur Twitter. Ça, je l'ai vu passer dans la journée. Okay. Puis, je me suis fait dire que c'est la seule chose que je pouvais faire. Puis là, 2 heures plus tard, on se fait dire OK, Roman Rothenberg va sortir un communiqué pour confirmer le tout. Fait qu'on avait l'article, l'entrevue, tout était prêt. Puis là, je reçois le feu vert de mon boss et Dan Milstein et on pèse stock. Et ensuite, tout le monde à Montréal explose. Puis, honnêtement, là, c'est une chose vivre quelque chose comme ça en étant quelqu'un qui reçoit la nouvelle. C'est quelque chose de complètement différent quand c'est toi qui donnes la nouvelle. Ouais. Et honnêtement, mon téléphone, il fallait que je l'éteigne. Parce que ça vibrait de chaque bord et de l'autre. Tout le monde voulait appeler, tout le monde voulait ci. Je me suis quasiment mis en privé sur Twitter parce que c'était tellement... J'avais genre 150 DM en 5 minutes. Ah ouais, c'était hallucinant. Mais pour moi, l'affaire que j'ai suivi sur X de mon ordi, qui était plus safe parce que je ne reçois pas toutes les notifications. Puis c'était juste de la beauté de voir l'amour et le niveau de content et de l'euphorie des partisans de la Canadienne de Montréal. C'était quelque chose de tellement pur. Puis je pense que que le monde me donne crédit ou non, ça me dépasse. Mais de pouvoir être la personne qui a donné ceci comme nouvelle et de voir la réaction, je pense que pour moi, ça vaut tout le crédit au monde. Ça, là, je ne l'échangerais pour rien.
Je vais te poser une question, Marco, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, OK? Parce que tu as été sur le cas d'Emidov dans les derniers mois, un peu comme le collègue Nicolas Cloutier qui était à TVA, qui a suivi un peu le dossier, qui a entretenu des liens justement avec le clan d'Emidov au courant de l'année et tout ça. Quand tu t'es levé mardi, après avoir vu le texte qui a été publié en Russie de OK, Ivan Demidov pourrait vraiment résilier son contrat avant la date fatidique du 31 mai. Sur une échelle de 1 à 10, c'était quoi ton niveau d'optimisme qu'on ait une libération avant le début des séries sur 10, mettons? Mardi matin? Ouais. Quand tu t'es levé mardi matin avant l'entrevue, là. 1. 1 sur 10. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis. Le niveau de choc. Parce qu'encore une fois, Dan Milstein nous a dit le jour d'avant qu'ils n'étaient pas optimistes de pouvoir sortir une terminaison. Absolument pas. Fait comme tout le monde au Québec, tu as eu l'information, tu as été surpris en même temps que tout le monde, autant que tout le monde au Québec pour la terminaison de contrat au 31 mai. Puis, voyais-tu aussi, comment que ça se passe aussi les communications en Russie aussi? Parce que, tu sais, ça ne doit pas être évident d'appeler quasiment le club de l'Armée Rouge non, ça c'est essayer d'avoir une entrevue, là. Ça, c'est l'autre équipe, le CSK. Mais, tu sais, quand tu regardes, tu sais, moi, j'étais plus, c'était en tandem avec le Sky, ils nous ont donné permission. Ils voulaient juste s'assurer qu'on n'a pas dit rien de fou. Mais, heureusement, on a des bonnes relations avec son agent, avec l'équipe. Et ça l'a donné qu'on a pu sortir cette information-là quand on l'a fait, sans problème. C'est certain que l'accès, écoute, il n'y a pas eu un média en Amérique du Nord qui a parlé à Ivan Demidov cette saison, sauf nous. Donc, ça te dit à quel point c'est difficile de rentrer en contact. La seule raison qui nous a donné accès à lui, c'est parce qu'on avait un journaliste russe de très grands estimes qui a été comme le middleman dans la situation. Donc, c'est rare. Puis maintenant, si on joue un peu sur l'ordre chronologique des choses, c'est sûr, tu sais, Marco, tu connais le marché montréalais, mais est-ce que la réaction des partisans au point même d'aller l'accueillir à l'aéroport Pearson à Toronto, c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Oui. Ouais. Écoute, je m'attendais parce que c'est moi qui... Mon boss, mais moi aussi, parce que mon nom est attribué à l'article, mais c'est mon boss qui a mis les coordonnées de son vol dans notre article. Est-ce que je m'y attendais? C'est moi qui s'est viré le bord à mon boss, puis j'ai fait comme, est-ce que c'est vraiment nécessaire de... On peut dire qu'il s'en vient de la Turquie à Toronto aujourd'hui, le monde va pouvoir le trouver, mais si tu vas vraiment mettre le numéro de vol, tu sais qu'est-ce que tu fais. Il dit, ben, on l'a eu de son camp. Fait que, eux autres aussi, ils s'attendent à quelque chose. Là. Fait que, j'ai vu beaucoup de monde qui se sont dit, peut-être Demidov, il n'a pas aimé ça, puis il a fait un long vol, puis il ne veut pas se faire achaler. Non. Il était très content de la réception qu'il a eue. Le live stream de Tony, it is what it is. C'est ça le média de partisan. C'est pas un média traditionnel, c'est un média partisanal. Puis c'est là de la passion. Puis c'est ce genre de passion-là. En Europe, ceci est totalement normal. Et même s'il y en a qui sont assez vieux pour se souvenir de l'arrivée de Didier Drogba avec le CF Montréal, l'aéroport était un cirque quand il est arrivé. C'est pour ça que je dis 30 personnes et 3 médias avec leurs caméras, là, c'était rien de gros. Donc, le Canadien s'attendait à quelque chose comme ça. Pas grand problème. Ils se disent qu'au bout du compte, écoute, c'était minuscule comparé à ce que ça pourrait être à Montréal s'il aurait arrivé ici. Donc, aucun stress. Puis je dois vous dire que lui, il est très excité. Il s'attendait simplement à le rentrer dans la formation lundi contre Chicago et de lui donner le meilleur départ possible. Parce que jouer immédiatement de même contre Ottawa ou Toronto sur la route aurait été très difficile. Juste le décalage horaire, je veux dire, le gars arrive de Russie, c'est sûr, puis il vient d'un vol de 10-11 heures, juste ce vol-là pour arriver à Toronto. Ça a vraiment dû être quelque chose. Puis justement, c'est cet accueil des partisans-là, comme tu disais,
il y a beaucoup de gens qui, sur le coup, des réactions qu'on a vues de « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, on a l'air fou, on a l'air ben trop craqué ». Mais tu le dis, au soccer en Europe, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, puis c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins dans la culture nord-américaine sportive. On l'a vu pour Didier Drogba, mais au hockey, mettons, c'est rare qu'on voit ça. En fait, on voit jamais ça au hockey. Puis de voir que c'est quand même arrivé à Toronto, moi je trouve que ça démontre que ces partisans-là du Canadien, clairement, attendent Demidov. On l'aime déjà. Le gars n'a même pas joué 1 minute. Il est déjà hyper aimé en ville. Puis, tu sais, moi, je pense pas, tu me diras ce que tu en penses, Marco, là, mais je pense pas que c'est vraiment un petit comité d'accueil de 30 personnes. Quand il était entouré par de la sécurité, c'était super bien géré. Puis, tout le monde a été super respectueux. Je pense pas que ça va vraiment casser le kid ou quoi que ce soit. Là. Je pense qu'il est fait un petit peu plus fort que ça aussi. Oh my God, oui. Écoute, ce gars-là a de la pression sur les épaules depuis qu'il y a 15 ans avec le SKA. Lui et Michkov sont vus, puis j'ai beaucoup de monde en Russie qui m'ont dit ça. Ils voient Michkov et Demidov de la même façon qu'ils ont vu Ovechkin et Malkin en 2004. Wow! C'est pas rien ça, hein? C'est les deux meilleurs d'une génération selon eux. My God. Juste à vous dire, l'attente, puis c'est la même chose, ça l'explique beaucoup de Michkov et la façon dont il était capable de jouer cette année avec les Flyers, qui est quand même un gros marché américain. Lui, la pression, il en mange aussi. Là. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez Michkov être capable de s'acclimater dans cette situation-là, mais je pense que ça va être exactement la même chose avec Demidov, parce que selon moi, ça va être les deux meilleurs Russes de leur génération. Puis tu as des collègues en Russie, puis tu as du monde que tu connais là-bas qui couvre quotidiennement les activités de la KHL. Comment eux évaluent Matvei Michkov versus Ivan Demidov? Est-ce qu'on est vraiment sur un pied d'égalité? Est-ce qu'il y en a un qui se démarque l'un et l'autre? Qu'est-ce qui différencie un peu les deux joueurs selon toi, selon ce que tu as entendu de tes collègues en Russie? Comment je pourrais dire? Demidov est un gars qui est plus... qui n'a pas nécessairement le talent de marqueur pur d'un Michkov. Michkov va en marquer une quarantaine de façon annuelle d'ici peu. L'autre affaire à prendre en considération, Ivan Demidov est plus physique, même si ça ne veut pas dire que Michkov ne l'est pas. Michkov il peut se faire plaquer, il a un bon sens de gravité, il est très solide sur ses patins pour un joueur de plus petite taille, mais Demidov est plus apte à donner des coups d'épaule, d'aller dans les coins, de se battre devant le filet pour une rondelle. Donc, plus ça. C'est vraiment... Puis, je dirais, le jeu de passeur d'Ivan Demidov est une coche de plus que Michkov. Et Michkov est un très bon fabricant de jeu aussi. Donc, deux joueurs vraiment excellents que je m'attends qu'ils soient des joueurs de 90 à 100 points s'ils sont bien entourés. Donc, pour moi, question, encore une fois, de bien entourer un joueur. Je te mets un peu sur le spot. Une question, tu l'as déjà entendu, là. La meilleure comparaison d'un joueur dans la Ligue nationale en ce moment pour Ivan Demidov, c'est? Kirill Kaprizov. OK. J'ai la même pas parce que sont russes. Puis, je dirais qu'un autre joueur, malheureusement aussi russe, mais c'est le même type de style, c'est Kucherov. Donc, vraiment, ce genre de joueur cérébral avec des mains qui ne sont pas de cette réalité en ce moment. Et juste un bon sens du jeu élite, capable de faire des jeux de 2 secondes en 0.5 secondes. Donc, c'est vraiment juste quelque chose qui va changer la donne une fois qu'il est habitué et qu'il se développe. Je ne dis pas que ça va venir immédiatement non plus. Marco, on a préparé quelques questions qu'on va te poser pour Ivan Demidov dans l'immédiateté et dans le futur. À commencer avec, pour cette saison, avec qui est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est... Je peux vous donner la réponse Martin Saint-Louis, puis je peux vous donner la réponse Marco D'Amico. Vas-y avec pour le fun. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je le mettrais avec New Hook puis Laine. Je pense que ce serait très cool de pouvoir voir Laine se faire vraiment juste feeder la POC de ce contexte-là. Parce que Laine tire si je me trompe, Laine tire de la gauche aussi. Je vais juste aller vérifier ça. Là. Ça fait Laine est droitier. Laine est droitier, parfait. Fait que si tu les joues parce que Laine est un droitier qui joue à gauche, c'est ça. Ouais. Et tu as Demidov qui est un gaucher qui aime jouer à droite. Donc, les deux iraient très bien ensemble.
en termes de jeu. Puis personnellement, avec New Hook comme centre qui peut rentrer dans la zone avec rapidité, ça l'enlève un peu de la responsabilité à quelqu'un comme Demidov. Mais Martin Saint-Louis pourrait se dire, pour son premier match, on va l'essayer avec Jake Evans puis Yoel Armia, qui sont 2 joueurs très safe sur le 4e trio, pour ne pas trop brasser la soupe et trop le mettre dans une position qui lui, croit qu'il n'est pas favorable aux joueurs, et ensuite lui donner du temps sur l'avantage numérique. C'est la recette Martin Saint-Louis avec les joueurs qui ont commencé. Lane Hudson, son premier match, c'était un peu comme ça. Il a donné un peu plus de corde le dernier match de la saison l'année passée, mais son premier match contre Détroit, il a été un peu plus conservateur, puis on se souvient tous de ce qui s'est passé avec Juraj Slafkovský sur le 4e trio pendant des mois. Donc, je ne sais pas, honnêtement, puis je ne serais pas surpris qu'il joue avec un gars comme Evans, mais moi, personnellement, un gars comme lui qui vient de finir les séries, qui a joué quasiment 20-27 minutes par match, moi, j'y donnerais tout le luxe au possible. On veut voir ce que tu peux faire. C'est sûr qu'il y a la ligne quelque part. Vas-y. Je rebondis sur le powerplay que tu disais. Est-ce que tu le vois jouer sur la première vague en partant ou la deuxième, puis éventuellement monter sur la première? La deuxième, puis éventuellement bouger sur la première. Moi, personnellement, je pense que Slafkovský va se trouver sur la deuxième vague où ils vont essayer de tasser Laine, puis ils vont remettre Cole Caulfield à sa position originale, puis ils vont mettre Juraj Slafkovský devant le filet. Okay. Et ils vont utiliser le même... Personnellement et idéalement, j'aimerais qu'ils utilisent le même système de diamant qui est utilisé à Tampa Bay, où tu as un gars comme Braden Point dans le milieu, puis après ça, d'un bord, tu avais Stamkos, l'autre bord, tu avais Kucherov, tu avais Edman à la pointe et quelqu'un devant le filet. C'est ce diamant-là que j'aimerais voir le Canadien utiliser, puis avoir un gars comme Demidov qui est capable de prendre le tir, le one-time du cercle droit en étant un gaucher. Je pense que ça donnerait 2 options de tir à la place de tout le monde qui sait que la puck s'en va à quelqu'un comme un dénommé Lane. Ouais, c'est ce qu'on voyait un peu avec Slafkovský en fin de saison dernière. Il se faisait utiliser justement à droite sur le one-timer. Je dois juste penser à un gars comme Patrick Laine qui voit le prospect là, de recevoir des passes d'Ivan Demidov. Maudit qu'il doit être content. Oh, ben, c'est la même situation que quand Lane Hudson s'est aventuré sur le premier avantage numérique. Tout le monde a fait comme « wow ». Wow, ça doit être le fun, un bon passeur. Puis si on projette un peu dans le futur, Marco, là, j'ai besoin que tu utilises ta boule de cristal. Ça va être qui son centre l'an prochain? Soit quelqu'un qui est déjà là ou quelqu'un qui est agent libre ou peut-être même issu du repêchage? Il n'y a personne de ce repêchage qui va être son centre. Ça, je peux vous le dire maintenant. Là. Ou pas dans une éventualité dans les 2 ou 3 prochaines années. Ni Michael Age, mettons, en exemple. Michael Age à la saison prochaine, non. Moi, je pense que si les Canadiens veulent faire les séries absolument l'année prochaine, ils se doivent d'aller chercher un vrai deuxième centre. Donc, je ne peux pas vraiment spéculer sur qui, parce que la saison n'est pas terminée, on ne sait pas qui est disponible, on ne sait pas qui va se rendre à l'agent libre. Mais je dois vous dire, ça ne peut pas être Kirby Dach et ou Alex Newhook. Ça doit être meilleur que ça, parce que tu ne peux pas te permettre de continuer à expérimenter à ce point-ci à une position aussi importante. On a une campagne de propagande, mais en tout cas, Félix a une campagne de propagande sur ce podcast-là depuis quelques semaines. Lui, il voit un gars comme Matthew Beniers éventuellement arriver à Montréal. C'est son souhait ultime. Il nous en parle depuis plusieurs semaines jusqu'à nous en casser les oreilles un peu. C'est ça son agenda un peu. Qu'est-ce que tu en penserais, Matthew Beniers? Est-ce que c'est un bon fit? Sans dire si ça va arriver. Ça peut être un bon fit pour un deuxième centre à Montréal. Un très bon fit. Déjà un gars qui est signé à long terme, un gaucher, très bon dans les mises au jeu. Donc, ça remplit déjà toutes les cases qui manquent. Moi, je pense qu'avec des joueurs offensifs, mettons un Demidov, ça peut redevenir un centre de 60-70 points dans une bonne situation. Un gars qui pourrait facilement jouer sur sa deuxième vague d'avantage numérique. Ta première, au moins pour débuter, si tu as besoin d'un gars qui peut gagner les mises au jeu, parce que Nick Suzuki en arrache ces temps-ci. Et en même temps, pour moi, c'est un gars qui a déjà joué avec Cole Caulfield à l'international pour l'équipe Canada. Équipe américaine. Donc, il n'y avait pas une très belle chimie dans le temps. Là. Je pense qu'il y avait beaucoup qui l'harcelaient, mais il faut aussi comprendre que le gars il avait 17 ans dans le temps. C'était son année de repêchage versus des gars de 20 ans. Donc,
peut-être pas la même chimie, mais la chimie s'est développée. Et une des choses que j'adore de lui, que les centres du Canadien ne font pas assez, c'est qu'il est très bon à transporter la rondelle. Donc, très belle cible, mais oh boy, que le prix va être élevé pour aller chercher un joueur comme ça. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai identifié le Kraken de Seattle il y a à peu près un mois comme étant un partenaire d'échange idéal parce qu'il y a trop de centres. En ce moment, Chandler Stevenson, Shane Wright joue quasiment à 4, puis il y a une meilleure saison en ce moment qu'un gars comme Beniers. Tu as Beniers aussi, Jared McCann qui est rendu à l'aile aussi. Donc, ils ont de l'option, puis ils ont besoin de défenseurs. Donc, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. T'as compris ma vision. Tu vois, t'as la même vision que moi, j'aime ça. Je suis pas fou. Des fois, j'ai peut-être des bons flashs de même encore, ça me rassure. Ouais, mais c'est un joueur que je verrais une équipe comme... Parce qu'il faut aussi prendre en considération, ils ont repêché Berkeley Catton, qui lui aussi est un centre, 8e au total. Puis il y a eu une saison de monstre et je ne crois vraiment pas qu'il va retourner dans les rangs juniors. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est sa 2e saison consécutive de 100 points et plus. Tu n'as rien de plus à gagner là-bas. Je pense qu'ils vont le faire jouer avec Seattle l'année prochaine. Donc, encore une fois, tu vas devoir tasser quelqu'un. Et je crois que Beniers, avec la saison que Shane Wright a eue, pourrait être une option de gars qui se fait tasser. Exact. C'est sûr. Maintenant, pour les matchs à Demidov qui vont être contre les Blackhawks et contre les Hurricanes, du moins pour la saison régulière, le vois-tu marquer son premier but en NHL? Ce serait poétique qu'il marque son premier but en carrière contre le Blackhawks de Chicago. L'équipe qui a passé par-dessus pour aller chercher Artyom Levchunov, qui va être sur la glace, notamment. Donc, c'est ça qui le rend assez cool, assez drôle. Mais selon ce que je vois ou selon ce que je comprends, le Canadien veut plutôt l'acclimatiser à la situation que simplement le voir faire le but puis lever les partisans de leur siège. Moi, personnellement, je pense que le kid va être sur l'adrénaline, pas à peu près. Il va essayer de faire tout sur son possible. Puis je pense que le Canadien, vers la fin du match, si les Canadiens sont en train de gagner, je pense que la corde va être un peu lousse. On enlève les petits trous en arrière. Ça me surprendrait même pas, juste pour niaiser, de voir un gars comme Suzuki jouer avec Demidov pour un shift ou deux, juste pour lui donner un peu cet accès-là et peut-être des bonnes chances de marquer pour qu'il aille chercher son premier but. Mais tout dépend de comment le Canadien de Montréal débute le match et s'ils sont capables de sortir de là avec au moins une avance en début de match. Et une avance en début de match, c'est pas facile ces temps-ci, par exemple. Ça va prendre un petit miracle. Pour ce qui est de son but, disons, dans un monde parfait, il marque. Là, c'est important, un premier but dans une carrière. Est-ce que tu perçois ça comme étant un beau but, comme on l'a vu marquer en Russie, ou au contraire, ça va être un garbage goal? Tiens, lève-là ton premier but. Ça va être un Ryan Leonard special, ça va être un empty net en troisième honnêtement, là, je vais être franc avec vous, là, en bon québécois, je pense que tout le monde s'en balance. Tant qu'il marque. Tant qu'il marque, je pense que les partisans vont être très, très, très contents. Tu sais, c'est un gros moment pour un kid comme ça. Puis, tu sais, la dernière fois, écoute, les gars, la dernière fois que j'ai dit au monde de se calmer envers un espoir, mes mots exacts étaient « Ben, attendez-vous pas à ce que Ryan Poehling marque un tour du chapeau ce soir non plus, là. » Fait que depuis ce moment-là, puis je sais qu'il y a du monde qui vont voir ça, qui me connaissent qui me connaissaient en 2019, qui vont dire « Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. » Je m'avance plus depuis ce moment-là sur comment est-ce que le début d'un joueur va ressembler. Honnêtement, bonne raison. Moi, je te donne, c'est super légitime comme raison. Mais là, si tu veux t'aventurer plus, est-ce que là, on a connu la fameuse clause dans son contrat, là, son bonus de s'il gagne le Conn Smythe. Il gagne-tu le Conn Smythe? Écoute, si le Canadien se rend loin en série, ça va être en grande partie à cause du fait qu'il s'est acclimatisé à la Ligue nationale assez vite. Ouais. Mais si j'ai déjà à donner un MVP du Canadien pour cette saison-ci, puis en regardant son historique, je pense que ça lirait à un gars comme Nick Suzuki. Ouais. S'il se rendre à ce point-là, c'est parce qu'il s'est vraiment hissé de centre numéro 1 à centre élite durant les séries. Mm-hmm. Ouais. Non, définitivement.
Puis Marco, comment tu vois ça aussi, la situation de l'autre bord de l'Atlantique? Parce que depuis 2 ans, on se fait marteler en Amérique du Nord que Matvei Michkov, Ivan Demidov, c'est des red flags à cause de leur contrat en Russie. Et là, on voit 2 ans plus tard, concrètement, les 2 joueurs n'ont même pas 20 ans, ils sont déjà en Amérique du Nord. Est-ce que c'est peut-être une leçon que des dirigeants et ou des partisans et des équipes peuvent prendre pour le futur avec les joueurs en Russie pour les prochaines années? Écoute, je pense que est-ce que les clubs en Russie peuvent retarder le processus? Oui. Est-ce qu'ils vont arrêter un jeune d'aller en Amérique du Nord? Non. Je pense qu'on l'a vu, là. Arrêtez-moi cette frénésie de la guerre froide, c'est fini, cette affaire-là. Là. Puis honnêtement, le positionnement de certains mondes dans le domaine des médias qui ont martelé sur la possibilité de Michkov et l'aspect russe, non. Ça n'a aucun sens, puis de détruire sa personnalité, puis parler de lui de façon négative. On parle d'un jeune de 19 ans. Ça, j'ai vraiment pas apprécié. Mais je peux vous dire que la peur russe n'existe pas avec le Canadien de Montréal, avec Nick Bobrov en task. Donc, encore une fois, sans être négatif, le Canadien avait Ivan Demidov dans sa soupe alors qu'il avait déjà à prendre une décision sur Michkov. Il n'y avait pas d'aspect russe. C'est juste qu'ils voulaient, selon eux, le bon pour leurs besoins, pour leur culture, selon eux. Je ne veux pas être ici à défendre le choix. Personnellement, sur ma liste, j'avais Ryan Leonard en avant de David Reinbacher. Donc, même si ce n'était pas un gars comme Michkov, avec ma liste, j'aurais pris un gars comme Ryan Leonard à la place de Ken Hughes. Mais je comprends que tu dois construire un club puis essayer de trouver un défenseur top 4 sans devoir payer 4 fois la valeur marchande pour aller le chercher. Donc, je peux comprendre la stratégie. Là, c'est malheureux à cause des genoux à Reinbacher et les blessures. Mais quand il jouait à Laval, il était un joueur très impressionnant. Donc, je ne dis pas que c'est fini dans ce contexte-ci, mais je peux comprendre la frustration. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien a pu sortir de le repêchage de 2024 avec, selon moi, 2 des meilleurs joueurs offensifs de cette QV. Selon moi, top 10 en termes d'offensif de cette QV avec Michael Hage et Ivan Demidov. Le reste, on verra. Puis, dernière question, Marco, puisque là, on est dans un contexte où Lane Hutson est favori présentement pour gagner le Calder pour recrue de l'année. Ouais. Breaking news, c'est fait, c'est fini. Il l'a gagné. Attends, c'est pas juste c'est fait, c'est C-E-F-E-T-T-E. C'est fait. Avec un E, là, c'est ça. Shout-out à Marc-André Perrault, qui était avant avec TVA Sport, qui est maintenant rendu à Gatineau comme policier. Lui, il a rendu cette côte-là absolument hallucinante. Mais écoute, avec tous les journalistes avec qui j'ai parlé qui ont un droit de vote, il n'y en a pas un qui n'a pas Hudson. Avec qui j'ai parlé, j'en ai parlé avec au moins 10. Et écoute, quand tu es à un point où est-ce que tu bats des records, j'aime bien Matvei Michkov. Je pense qu'il va être un joueur électrisant. Est-ce qu'on peut peut-être dire que Tortorella l'a coûté le Calder? C'est un bon débat à avoir. Puis je pense que c'est une bonne... Je comprendrais les arguments des 2 côtés. Mais le fait que Lane Hutson a plus de points, juste de points, qu'un gars comme Matvei Michkov et que les partisans des Flyers doivent aller utiliser une stat axée vers des attaquants comme points par 60 minutes, je m'excuse, mais tu dois vraiment tirer à rien là, pour aller chercher des arguments parce qu'il n'y en a vraiment juste pas. Lane Hutson est un joueur qui est présentement un numéro 1 dans cette équipe-là, en ce moment, en termes de tout ce qu'il fait, qui est capable de pousser le momentum offensivement sans faire mal à l'équipe défensivement, même il est rendu positif en défensive dans son année, recrue dans une poussée vers les séries. Sans Lane Hutson, le Canadien ne sont pas en série. Même pas proche. C'est ça. Donc, pour moi, quand tu regardes l'englobe du jeu et le fait qu'il y a déjà plus de points que Matvei Michkov, c'est pas sa faute qu'il doit jouer 25 minutes sur la glace. Sa priorité, c'est d'arrêter les buts de rentrer dans son filet. Puis en plus de ça, il est meilleur que toi offensivement. Donc, écoute, pour moi, c'était plus un débat. Le seul et vrai, je vous dirais, le seul et vrai rival jusqu'à récemment était pour moi un gars comme Dustin Wolf parce que
ses statistiques, à un moment donné, il y avait genre un 920 d'efficacité. Puis la moyenne de la Ligue était en dessous de 900. C'est fou. C'est absolument fou de voir une recrue avoir un tel décal versus la moyenne de la Ligue. Donc, pour moi, ça, c'était historique. Ça, c'était la dernière fois qu'on a vu des choses comme ça, c'était Carey Price dans son année recrue. Donc, c'est de là où je suis prêt à m'avancer pour dire ce que Lane Hutson a fait est historique et rendu à ce moment-ci de l'année. Ça peut être un match offensif, défensif. Il va toujours être élite à sa position. Pour moi, c'est le Colvin. Fait qu'est-ce que les Canadiens font back-to-back l'année prochaine? Il y a un certain jeune qui vient juste de signer aujourd'hui du nom de Ziv Bouillum, qui va être, selon moi, ça va être un reverse. Ça va être la même situation parce que Ziv Bouillum me fait beaucoup penser à un gars comme Lane Hutson. Un peu plus gros, je pense qu'il est 6 pieds à la place de 5 pieds 10, mais le même type de défenseur peut jouer gauche, droite, va manger des minutes. J'ai peur pour la division centrale qui vont devoir dealer avec une paire qui va avoir, et non seulement Brock Faber, mais maintenant Ziv Bouillum. Imagine-moi cette paire-là pour les 10 prochaines années. Le Minnesota ne fait que bien repêcher depuis des années. Donc, bravo à eux. Et encore une fois, les Flyers de Philadelphie, oh boy. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait de sauter sur ce gars-là et ensuite se tenter la chance avec Jet Luchenko. Je pense qu'il va être un très bon joueur, mais jamais la valeur, spécialement avec les rumeurs qui vont potentiellement échanger un gars comme Cam York. Ben là, ça aurait été magique d'insérer Ziv Bouillum et échanger Cam York pour un centre qui serait prêt. 2020. Cam York, légende du Canadien de Montréal. Puis écoute, je rebondis parce qu'on parle de l'année prochaine pour Demidov. On a un auditeur qui nous a posé la question cette semaine sur Instagram. Pour toi, à quoi ça va ressembler la saison prochaine de Demidov? Mettons vite de même juste en général. À quoi tu t'attends la saison prochaine pour Demidov? Puis est-ce que les fans du Canadien ont vraiment raison d'être emballés autant que ça pour Demidov ou on peut s'attendre quand même à une petite période d'adaptation? Tu peux t'attendre à une petite période d'adaptation, mais les partisans ont le droit d'être emballés, puis il s'est mérité avec la performance qu'il a faite. Si les Canadiens sont capables d'aller chercher un vrai deuxième centre, je ne serais pas surpris d'une saison de 65 à 70 points. OK. Compte tenu le style de Montréal et tout, là, ce serait très, très bon. Puis, écoute, en jouant, un peu comme à la Lane Hutson, s'il est capable de se hisser sur le premier avantage numérique assez vite l'année prochaine, ça pourrait dépasser le 70 points. Mais c'est ce type de joueur-là. Mais, encore une fois, c'est difficile de projeter sans l'avoir vu dans la Ligue nationale avec certitude. Parce que moi, quand j'ai vu Lane Hutson les 2 derniers matchs l'année passée, je me disais 40-50 points. Puis là, on est rendu quasiment à 65. Donc, ça change la donne, mec, tu les vois dans leur rôle officiel. C'est juste une question de ça va être quoi la vitesse, à quel point il va être capable de se faire donner ce rôle-là. Et inversement, un match préparatoire qui tourne mal peut tellement arriver rapidement aussi. Lance pas ça dans l'univers. On va voir ce que ça donne dans ce cas-ci, là, mais à date, les choses vont bien. À date, les choses vont bien. Ben, Marco, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sache que absolument tous les mots que tu viens de nous dire vont être retenus contre toi l'année prochaine. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on va tout pouvoir te renvoyer ça. Mais clairement, tu es un gars confiant dans tes prédictions. Puis on va garder ça avec nous pour le passage de Ivan Demidov à Montréal. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, les gars. À la prochaine. Ciao. De retour pour ce dernier bloc à la triple menace où on a encore une fois un invité très spécial pour venir parler de Ballon Orange. Il se surnomme lui-même le franciseur non officiel du Ballon Orange. Vous pouvez l'écouter à toutes les 2 semaines sur les ondes du 98.5 ou votre station Cogeco préférée pour écouter le balado Planète Basket. Il est ici avec nous pour parler de cette fin de saison dans la NBA et je nomme Maxime Pépaquette. Salut messieurs, comment allez-vous? Let's go. Un honneur de faire partie de la triple menace pour ce soir. Quadruple maintenant. Ben oui, exactement.
quadruple dans tout ça. Alors, écoute, Maxime, on approche maintenant des séries éliminatoires de la NBA. Crois-tu, comment est-ce que tu vois cette fin de saison de la NBA après un départ lent auprès des partisans? On a eu certainement une fin de saison un peu plus excitante que son début, right? Totalement. Ça a brassé. C'est quand même une saison en plusieurs teintes. Là, les brackets sont intéressants. J'ai vraiment hâte de voir ça. La vraie saison commence, messieurs. Mais si on s'attarde à cette saison-là, je dirais, ça a commencé très fort pour les Cavs. Le Thunder d'Oklahoma City qui suivait de très près et qui les a coiffés comme grand meneur de cette saison-là au fil d'arrivée. En étant chauvin un petit peu avec le meilleur Canadien présentement dans la NBA, peut-être même le meilleur joueur de la NBA présentement, Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz-Dort, le meilleur Québécois qui est peut-être de l'histoire, on verra, là, ça c'est encore à déterminer, mais bref, deux de nos gars d'ici qui sont dans cette équipe-là, ça fait du bien de les voir terminer premier pour une deuxième année consécutive, mais cette fois-ci avec beaucoup d'avance. Non, certainement. Et ça a été effectivement une fin de saison assez rock'n'roll, surtout dans l'Ouest. On a eu beaucoup de congédiements qui se sont donnés assez tardifs. Bien sûr, Taylor Jenkins avec les Grizzlies de Memphis qui, avec un dossier de 44 et 29, ont décidé que c'était assez. Ja Morant aussi qui a fait beaucoup jaser en fin de saison avec des célébrations qui font douter un petit peu. Exact. Le coup de la grenade pour ne pas faire encore une autre célébration d'un fusil. Et de nulle part, on apprend que Michael Malone et Calvin Booth sont partis à Denver. Comment tu as réagi à ça? Que faisais-tu pendant cette nouvelle sortie de nulle part? C'est tellement bizarre, hein? T'sais, ils ont une bonne fiche, les Nuggets, là, 50 et 32. Tu congédies ton entraîneur avec 3 matchs à faire. Tu penses que tu vas redonner un regain pour les séries éliminatoires? Il me semble que c'est comme le temps d'assir tes assises, justement, puis de te préparer pour les séries. Vraiment un mouvement bizarre. C'est sûr qu'à l'interne, il se passe quelque chose. Nikola Jokic a été consulté. En fait, il a été averti que ça arrivait, mais c'est sûr que ça cache autre chose qu'on ne sait pas encore. Il y a des histoires qui vont ressortir certainement parce que ça fait aucun sens de congédier ton entraîneur avec 3 matchs à faire une saison. Quand tu te prépares à être la quatrième meilleure équipe dans l'Ouest, qui est la conférence la plus relevée. C'est une autre décision cette année avec l'échange de Luka Doncic qui ne font aucun sens pour moi, mais bon, il faut s'habituer, c'est ça la NBA, ça a l'air, hein? mais quand même, je me dis en même temps, on a eu l'effet escompté. On a gagné nos 3 derniers matchs. Ouais. Ça allait pas bien dans les semaines, les jours avant ce stretch-là. Finalement, tu sais, c'est pas grand-chose qui sépare une 4e place avec un avantage du terrain au premier tour à je suis le dernier seed qui n'est pas dans le play-in en ce moment. Tu as totalement raison. C'est la conférence de l'Ouest est très, très, très relevée. C'est juste que ça ne me rentre pas dans la tête là, que ça soit une décision qui fasse du sens. T'sais, il faut qu'il y ait quelque chose de plus gros qui se cache derrière ça parce que Michael Malone va se retrouver un emploi assez rapidement. Là. C'est un excellent coach. C'était d'ailleurs le père des Lakers de Los Angeles dans les 3 dernières saisons. Oui. Les Nuggets qui ont réussi à battre les Lakers coup sur coup. Puis, il avait l'air tellement d'être un bon gars, d'être une figure justement paternelle. En même temps, one of the boys. On pourrait spéculer longtemps à savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais j'imagine que ça va ressortir tranquillement. Mais pour que Nikola Jokic ne fasse pas de vague avec ça non plus, qu'il l'accepte, qu'il ne mette pas son veto à quelque part, puis qu'il dit, il faut que lui, à quelque part, qu'il l'ait accepté aussi. Mais en même temps, Nikola Jokic n'est pas le gars qui va nécessairement s'interposer dans toutes les décisions. Il est assez calme comme gars, tant qu'il peut aller retrouver ses chevaux pendant l'été. Je pense qu'il y a... Oh, c'est bon. Vois-tu, d'ailleurs, là, on a peut-être un poste d'entraîneur-chef qui s'en vient vacant à San Antonio. Michael Malone, on sait quand même un protégé de Greg Popovich. Est-ce une possibilité? Ça pourrait être une très bonne possibilité, oui. En plus, Michael Malone qui est bon pour développer les jeunes, beaucoup de jeunes à San Antonio. Donc, oui, ça pourrait être un bon fit, si vous voulez me prêter l'anglicisme. En même temps, on espère le retour de Pop. Là, on ne sait pas encore s'il pourrait être là l'année prochaine.
c'est sûr qu'il pourrait encore nous donner 2-3 bonnes saisons là, pour monter Victor Wembanyama et l'effectif qui s'en vient excellent à San Antonio. J'aimerais encore voir Pop reprendre son poste. Ouais, t'as compris, Pop, t'es attendu à San Antonio, fait qu'il va falloir que je lâche le podcast, on t'attend à San Antonio. Écoute, je finis le podcast, je finis d'écrire quelque chose, puis je me dirige à Bagotville directement voilà, à San Antonio. Mais tu sais, pour les Spurs, c'est le fun, parce que si Mike Malone s'en vient, ben tu sais, t'as un jeune joueur du côté de San Antonio qui demande à être développé, qui vient supporter Victor Wembanyama puis qui a joué 82 matchs cette année en plus. Tu sais, Chris Paul aurait besoin de ce genre de coach-là. Le jeune Chris Paul, exactement. Hey, 20e saison, puis tu joues 82 matchs. C'est le monde dans lequel on vit, hein? Oui, il n'y a pas un style de jeu très taxant, par exemple. Il utilise peu son impulsion. Il court plus comme il le faisait auparavant. Je pense qu'il s'économise justement dans son style de jeu pas mal depuis 7-8 ans. Là. Ouais, probablement. On va aller directement avec les séries éliminatoires parce que comme on a dit en début de bloc, on connaît maintenant tous les affrontements, à commencer dans l'Est et non les Raptors de Toronto, malgré leurs acquisitions avec qui on a discuté. Max, d'ailleurs, à ton émission, je vous invite encore une fois aux auditeurs à aller consulter Planète Basket. On a fait un bel épisode où vous m'entendrez d'ailleurs parler des Raptors et Brandon Ingram. Le pari devra attendre à l'année prochaine. D'ici là, nous avons quand même 2 séries éliminatoires assurées dans l'Est qui sont les Knicks contre les Pistons ainsi que les Pacers contre les Bucks. Si on revient au début de saison, Max, est-ce que les Pistons, c'est une équipe que tu t'attendais à voir en 6e tête de série dans l'Est? Écoute, si on regarde froidement l'effectif, tu te dis il y a tellement de bons jeunes joueurs dans cette équipe-là. À chaque année, justement, on termine dernier, puis on va repêcher un très haut joueur, un très grand joueur dans une position très haute. Donc, tu te dis, sur papier, on a l'effectif pour se rendre loin. Cade Cunningham, qui est un bon leader, puis qui fait sa place de plus en plus dans la Ligue. On le considère très peu pour des grands honneurs. Ça, c'est un autre dossier. Mais donc, si tu regardes l'effectif sur papier, mais après ça, si tu regardes comment le développement a été fait dans les dernières années, ben, tu te dis, bon, il va encore finir au fond du classement. Donc, non, je ne les voyais pas très haut cette année. Donc, vraiment une belle surprise. Puis, d'ailleurs, BJ Bickerstaff, je le mets très haut dans ma liste d'entraîneurs de l'année parce qu'il a fait revirer la situation de bord complètement. On a 3 fois plus de victoires qu'on en avait l'année dernière. On a réussi à ne pas coller de défaites comme on l'avait fait historiquement l'année dernière aussi. Donc, oui, très, très, très belle surprise, les Pistons de Détroit cette année. Puis, je veux juste ajouter un point sur les Pistons qui, officiellement, avec la fin de la saison aujourd'hui, 6e plus grosse augmentation de victoires entre 2 saisons de l'histoire de la NBA. Wow. Puis, voulez-vous que je vous nomme les 5 vite? Vas-y donc. Tu as les Celtics de Boston de 2007 à 2008 qui ont ajouté Ray Allen et Kevin Garnett. Tu as les Spurs de San Antonio de 97 à 98 qui ont ajouté juste Tim Duncan au repêchage. Quoique ça manque un peu de contexte parce que 97, on se rappelle que David Robinson manque toute la saison, les Spurs, etc. Ça gagne 20 victoires. On rajoute Tim Duncan au repêchage. Merci beaucoup. 3e rang, tu as 89. À 90, les Spurs, c'est là qu'on rajoute David Robinson. Les Suns de 2004 à 2005, tu signes Steve Nash comme agent libre. Et 5e, les Celtics de 79-80 qui ajoutent Larry Bird. Les Pistons ont ajouté Tobias Harris. Mais c'est quoi, c'est ça, Max, je vais te poser la question aussi. Penses-tu que c'est ça, les Pistons ont-tu joué, ils ont joué au-dessus de leur tête cette année ou c'est depuis quelques années, on parle de cet effectif-là qui est talentueux, est-ce que c'est que les Pistons ne répondaient pas aux attentes, puis là, c'est qu'on a juste atteint le niveau qu'on était supposé? Est-ce qu'on sous-performait depuis quelques années, puis là, on a atteint le niveau auquel on est supposé être? C'est vraiment que cette amélioration folle là, du groupe en quelques mois à peine? Il y a une amélioration de la cohésion, c'est sûr et certain. Si on regarde les Cavaliers, c'est la même chose. On avait à peu près le même effectif l'année dernière. Cette année, c'est le temps que la chimie rentre en quelque sorte. À vos ajouts, j'ajoute Malik Beasley quand même, qui a vraiment bien fait cette année, qui a été tout feu, tout flamme aux 3 points, là, qui a une des saisons historiques là, aux 3 points, qui est quand même un bel ajout. Mais ouais, je pense que c'était juste... Puis peut-être, écoute, j'adorais l'entraîneur, j'oublie le nom de l'entraîneur l'année dernière. Williams. Ouais.
très grand philosophe, a l'air d'être un excellent entraîneur. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans la chambre, dans les entraînements, etc. Mais on avait pu le voir, il était venu à Montréal là, pour le match pré-saison l'année dernière. Puis, tu sais, très belle rencontre, bon contact. Tu sentais que c'était un coach investi puis intéressant, tu sais. Mais bon, ce qui se passe après ça, entre les portes closes, on ne le sait pas. Donc, d'amener un nouvel entraîneur, BJ Bickerstaff, qui est bon avec les jeunes, tout est là, je pense. L'amélioration de la cohésion avec le nouvel entraîneur. Je pense qu'on avait grandement sous-performé l'année dernière, puis que là, les choses se sont pas mal mises en place cette année. Tu sais. Puis peut-être qu'on a un peu joué au-dessus de notre tête là, vers la fin de la saison aussi, ce qui fait que tu vas chercher 6-7 victoires de plus que tu serais peut-être pas allé chercher, mais ça donne un rendement intéressant ils vont être intéressants à suivre là, contre les Knicks. Ça risque d'être une vraiment belle série, ça. Félix, fan des Timberwolves, aura l'occasion de voir son ancien chéri Karl Anthony Towns jouer contre ces Pistons de Détroit. Comment est-ce que vous évaluez maintenant cette série-là? Est-ce qu'on voit les Knicks faire leur business, se départir des Pistons, ou est-ce qu'on voit peut-être une bataille serrée, voire même peut-être un upset des Pistons? C'est encore moi qui se lance, là? Vas-y. C'est quoi l'invité? Vas-y. Écoute, ça pourrait fortement être une série qui serait en 6-7, là, tu sais. Les Knicks sont favoris, c'est sûr. Là, l'effectif, c'est dur de dire qu'ils sont reposés parce que, Colin, quand tu joues pour... Tom Thibodeau, c'est impossible. C'est impossible de te reposer. Si t'es sur le 5 partant, t'en auras pas de repos. Mais on est allé chercher l'entraîneur il vient de où, là? Excusez. L'entraîneur des joueurs, l'entraîneur physique là, des autres équipes, ce qui fait que là, on a évité les blessures cette année. Je ne me rappelle pas où on est allé chercher, excusez-moi. Cette donnée-là m'échappe. Je vais aller chercher pendant que... On allait trouver ça, là, je vais faire une petite recherche, je te trouve. Excusez-moi. Mais ce qui fait que les Pistons sont jeunes, ils veulent manger du Knicks, je pense. Ils vont vouloir prouver qu'ils appartiennent aux grandes équipes de cette ligue-là. J'ai de la misère à me prononcer, mais je pense que je vais dire les Knicks, c'est comme en 7, parce que je pense vraiment que ça va être une série qui va aller à la limite, là, qui va être serrée chaque match. Ça va être des chiens contre des chiens, puis on va vouloir cette série d'affaires, puis sortir gagnant de cette série-là, autant chez les Knicks qu'autant chez les Pistons. Pendant qu'il n'a pas fini sa recherche, moi, je vais me lancer. Ouais. Je pense que les Pistons, c'est vraiment une belle histoire cette saison. Puis je pense on peut être hyper content de notre saison, peu importe ce qui arrive. Mais je pense qu'en série, on va quand même trouver notre homme. Je pense que cette équipe-là a pris un gros pas vers l'avant cette année. Je ne pense pas qu'elle est à maturité encore. Moi, je ne serais pas surpris que ça se finisse en 5, peut-être même en 4. 4, c'est sévère un peu. Peut-être qu'on va aller voler un match à Détroit ou quoi que ce soit. Puis, jouer à Détroit, il y a quand même... c'est pas une ambiance qui est le fun, mais les jeunes Pistons au Madison Square Garden et tout, je pense que ça va arriver... Ça va être un grand moment. Je ne sais pas si on va être capable de se lever à la hauteur du moment. Je pense que ça va être une série un petit peu plus courte. J'y vais avec les Knicks aussi. Mais j'espère que les Pistons vont faire mentir. Ce serait vraiment cool de voir les Pistons peut-être sans gagner, jouer les troubles fêtes, amener cette série-là en 6 ou en 7 peut-être même. Ce serait vraiment cool un match au Madison Square Garden pour ces jeunes Pistons-là. Puis ce serait une super belle opportunité d'apprentissage pour ce jeune groupe-là. J'aime mieux ton scénario, mais je pense que ça va être une série un petit peu plus courte de mon côté. Non seulement un match numéro 7 à New York, mais j'attends encore la vidéo de Side Talk NYC après ce match numéro 7. Oh man, c'est du génie ces affaires-là. Oh, incroyable. Pop, qui est-ce que tu vois remporter cette série? Ben, difficile d'aller contre les Knicks, puis peu importe le talent puis comment que la condition de l'équipe, l'expérience, tu sais, veut pas, Kate Cunningham, ça va être est le leader de cette équipe-là, ça va être ses premières séries éliminatoires, c'est vrai de vrai. Juste pour le côté expérience, je pense, et l'avantage du terrain, je pense que les Knicks vont sortir de là. Puis c'est un peu pourquoi on est allé chercher Karl Anthony Towns cet été. On voulait améliorer ce côté-là, un peu jeunesse, un peu, puis d'amener un gars qui, sans dire est un vieux de la vieille, mais qui n'est plus un jeune recrue, qui était comme un jeune vétéran dans cette ligue-là. Donc, pour moi, les Knicks peuvent faire ça. S'il vous plaît, en 7, parce que je sens que la NBA aurait besoin de séries un peu serrées, parce qu'on parle beaucoup de discours négatifs dans les médias, puis tout ça, puis les partisans, puis tout ça. La dernière chose que la NBA aurait besoin, c'est que toutes leurs séries première ronde, ou même toutes leurs séries points se terminent en 4 ou en 5 matchs. Là.
Non, définitivement. La prochaine série dans l'Est est super intéressante parce que ça, c'en est une aussi que j'aime bien. Les Pacers de l'Indiana contre les Bucks de Milwaukee. Là, certainement, pour les Bucks, il faut rappeler que Damian Lillard n'est toujours pas de retour, pourrait potentiellement revenir pour les séries éliminatoires. Puis du côté des Bucks, je pense qu'on a joué un petit peu de chance en ne glissant pas jusqu'au tournoi du play-in. Donc, on va quand même profiter d'un petit congé pour pouvoir avoir Damian Lillard. Mais du côté de l'Indiana, Max, avec en plus Bénédicte Mathurin dans la formation. Est-ce que là, cette fois-ci, c'en est un, on pourrait voir les Bucks tomber? Je pense que oui. Moi, je pense que les Pacers ont le numéro des Bucks depuis quelques années. L'effectif est bien monté. Bénédicte a une belle saison. Bon, ça aurait pu être encore mieux, mais disons que oui, je pense que les Bucks sont sur une espèce de pente descendante. Puis sans Lillard en plus, ça ne sera pas facile. Je pense que ça va être comme, je dirais, Pacers en 6, si j'avais à me prononcer. J'ai la même prédiction. L'année passée, je prédisais que les Bucks, c'était l'upset le plus facile parce qu'on avait tellement mal fini la saison avec Doc Rivers qui est arrivé. Les Bucks m'inspirent absolument pas plus confiance. C'est-à-dire que Lillard soit là ou non, d'ailleurs. Les Bucks, j'ai l'impression qu'on a peut-être fait le tour de ce qu'on a vraiment à Milwaukee. Puis les Pacers, c'est une jeune équipe en ascension. Les Bucks ont quand même l'avantage de l'expérience par rapport aux Pacers. Peut-être que ça va jouer un rôle dans cette série-là, mais les Pacers sont une meilleure équipe. Je pense qu'on va le voir dans cette série-là. Je vais avec Pacers en 6 aussi. Bon. Puis aussi voir comment Tyrese Haliburton a maturé comme joueur aussi. Après moi, c'est peut-être là qu'on va voir à quel point les Pacers sont là. Mais du côté des Bucks, s'il faut que ça se termine en 4 puis en 5, le mot en R sera prononcé probablement, et je parle de reconstruction peut-être. S'il faut que ça arrive en plus, sign me up. Giannis veut gagner, hein? Giannis veut gagner. S'il n'est pas dans des conditions gagnantes, c'est sûr qu'il va demander un échange, effectivement. Ça sentirait ça s'il fallait que ça se termine tôt, effectivement. Ouais. D'ailleurs, la rivalité qui a commencé autour d'un incident d'un ballon de match. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là l'année dernière. C'est vrai, c'était contre les Pacers, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire-là. L'affaire du ballon de match, je pense que c'était parce que Giannis avait marqué une 60aine de points et du côté des Pacers, on l'avait pris parce que c'était un joueur. Je suis désolé, un nobody. J'ai oublié son nom, qui avait marqué. C'est pas un mauvais joueur. Pas un mauvais joueur NCA, qui a dominé NCA, mais c'est un big man qui n'ont plus tellement de place à NCA, en NBA, c'est-à-dire. Mais ouais, c'était pendant le play-in, si je me souviens bien. Hein. Et puis, en tout cas, non, c'était la NBA Cup. C'était pendant la NBA Cup. C'est ça, exact. Oui, excuse, j'ai mélangé les deux noms. Ouais. C'était bizarre, c'est un drôle d'affaire. Et puis finalement, pour le play-in, on va avoir un affrontement Bulls-Heat ainsi que Magic-Hawks. Donc, à savoir que le gagnant de Bulls-Heat jouera contre le gagnant de Magic-Hawks. Le perdant de Magic Hawks, le gagnant pourra finalement jouer contre les Cavaliers et finalement l'autre contre les Celtics. Juste vite, Max, qui vois-tu sortir pour jouer contre quelle équipe? On a Bulls, Heat et Magic Hawks. Et encore une fois, je répète, Magic Hawks, le gagnant passera automatiquement contre les Celtics de Boston. OK, Magic Hawks. Les Hawks ont vraiment bien fini la saison. Là, puis il y a une cohésion qu'il n'y avait pas en début de saison. J'irai avec les Hawks. Je pense qu'ils vont passer de facto. Puis ensuite, il faut que tu décides les Bulls Heat. OK. Puis, je pense que les Hawks vont réussir à rester, à rebattre l'équipe qui va gagner entre. Donc, 8, ça serait donc. Qui va gagner? Qui va affronter? Ça serait OK. Donc, les Hawks affronteraient les Cavaliers. C'est difficile d'y aller contre les Cavaliers. Les Hawks seraient contre les Celtics. Ah oui. OK, excuse-moi. Oui. C'est un maudit tournoi-là. Hein? Les gars, j'ai mal checké mes finissants aujourd'hui de la journée. Hein. On s'adapte, mais je pense que les Hawks, puis j'ai dit qui? Le Magic, ce ne sera pas facile. Okay, mais le Magic, par exemple, à leur défense, ils ont eu une période où Paolo Banchero n'était pas là. Il y avait une période aussi que je pense que Franz Wagner aussi manquait à l'appel du côté du Magic. C'est le genre d'équipe qui, un soir donné, peu importe l'alignement, peut sortir une victoire tellement qu'ils ont vécu de l'adversité cette saison. Ouais. Mais Atlanta, on dirait que c'est un peu comme le Canadien cette saison. Soit ils ont une méchante belle streak ou ils deviennent la pire équipe de la Ligue pendant un espace de 2 semaines puis après ça, ils reviennent.
C'est de voir à quel visage on va voir durant ce play-in-là. J'adore l'émergence de Dyson Daniels cette année avec les Hawks. Ça fait que là, tu as comme une équipe qui se tient pas mal. Tu avais des problèmes défensifs, surtout liés à Trey qui vaut absolument rien en défensive. Là. Donc, l'émergence de Dyson Daniels, d'ailleurs, on va se faire des honneurs, savoir qui gagne le... oui. Oh oui. Mais, tu sais, au final, je pense vraiment que les deux puissances sont là. Les Cavaliers vont l'emporter contre peu importe qui va passer, puis les Celtics également. Je pense que ça, c'est les deux séries qui sont un peu plus faciles à dicter de ce côté-là. Je ne sais pas comment vous voulez y aller. C'était quoi votre question encore? Dans le fond, c'était juste qui passait, mais en même temps, tu l'as dit, peu importe qui passe va perdre contre les deux puissances de l'Est. Et ici, c'est pas encore la saison la plus Hawks d'Atlanta ever. À peine 40 victoires sous le 500. C'est une autre saison digne des Hawks d'Atlanta. Attends qu'on ait un autre classique Bulls contre Hawks dans le play-in. Le match qui revient année après année, qui, à chaque fois, tu dis regarde, c'est un match un peu important, je vais l'écouter, mais personne capote à écouter un Bulls Hawks. C'est vraiment le hockey, gars, jouez là. Puis allez jouer pour la chance de vous faire sacrer de volant en première ronde. Là. Faites juste débarrasser, vous êtes dans le chemin. Là. C'est un classique année après année. Le ultimate battle of mid. Des deux équipes absolument terribles. Messieurs, on va passer à l'Ouest où, là, cette fois-ci, on a des sacrés bons affrontements de confirmer. Entre Lakers comme troisième tête de série contre les Timberwolves du Minnesota. Là, cette fois-ci, Félix, j'ai envie de commencer un petit peu avec toi. Toi qui es fan des Timberwolves contre toute attente. Fan des Timberwolves. Comment est-ce que tu évalues cette série-là contre une équipe des Lakers qui, je suis désolé, sont extrêmement dangereux et font peur. Ils font extrêmement peur. Les Lakers font peur, surtout qu'eux autres ont la chance de jouer à 8 avec les arbitres au lieu d'être à 5. Donc, ça joue un peu en leur faveur, mais je pense que c'est une équipe qui peut jouer un tour à n'importe qui dans ces séries-là, c'est les Timberwolves, juste parce que cette équipe-là, de 1, est en santé, de 2, est extrêmement profonde, et de 3, a eu déjà l'expérience de l'an passé. Je disais, oui, les Timberwolves ont eu de la misère à prendre leur rythme cette année, mais Dante DiVincenzo a manqué beaucoup de temps, Julius Randle a manqué beaucoup de temps, Anthony Edwards manquait un match sur 2 parce qu'il ne peut pas s'empêcher de prendre des fautes techniques. Cette équipe-là a pris du temps avant de trouver son rythme, mais on le vu en fin de saison, une énorme séquence de victoires. Puis si tu exclues la défaite contre les Bucks, où est-ce qu'ils ont échappé une avance de près 657 points, c'est genre 10-11 victoires en 12 matchs pour terminer la saison. C'est vraiment, vraiment impressionnant cette fin de saison-là des Timberwolves. Puis on voit que de plus en plus, on a réussi à intégrer Julius Randle dans ce système-là et qu'on a un Anthony Edwards qui est capable de prendre contrôle de ces matchs-là. Randle qui est capable de l'épauler dans le cas de besoin. Et même si ces deux gars-là ont des difficultés, on a Dante DiVincenzo qui peut alimenter, on a Naz Reid, on a Jaden McDaniels qui a un certain talent offensif. Rudy Gobert qui a marqué 35 points cette semaine, inexplicablement. Mike Conley qui est encore là et Nickeil Alexander-Walker qu'on a découvert pendant les séries l'an passé. Même Jalen Clark l'a recrue cette année. L'avantage, en fait, la force des Timberwolves, c'est qu'on a un 8 ou même un 9 qui est vraiment, vraiment solide et qui est tannant. Les 9 gars ont vraiment leur place dans la rotation. Mais les Lakers ont peut-être l'avantage de la force de frappe au sommet avec Luka Doncic et LeBron James. Je pense que ça va être une série plus serrée qu'on pense. Mon cœur de fan me dit Timberwolves en 7, mais j'ai l'impression que les Lakers pourraient gagner en 6 ou en 7. Mais je pense que ça va être une longue série. Je pense qu'on ne sera pas une série en 4 ou en 5. Je pense qu'on va avoir une longue série entre ces deux équipes-là. Parce que aussi, ce qui va arriver, Félix, il ne faut pas que tu oublies, il va y avoir une game que Austin Reeves va te dropper de 35-40 points. Tu ne pourras rien faire contre ça. Inévitable. Les Lakers ont connu quand même une grosse fin de saison avec Luka Doncic. D'ailleurs, super bel hommage à Dallas pour son retour. Ouais. De quoi alimenter un peu les troupes à la veille des séries éliminatoires. Max, je te vois hocher de la tête. Il voulait clairement pas quitter, c'est clair. Là, il l'a pas demandé, cet échange-là. C'est vraiment le pire échange de tous les temps. Au risque de me répéter, j'ai épluché dans tout sport confondu, tous les échanges qui existent. J'en vois pas de pire. Tu échanges un gars qui est dans la fleur de l'âge, 5 fois déjà, équipe toute NBA, 5 présences au match des étoiles. Tu sais, Steph Curry n'a jamais fait ça, 5 présences sur les équipes toute NBA. Là, puis tu l'échanges contre Anthony Davis, ben oui, qui est une puissance de la Ligue, mais qui est tout le temps blessé, tout le monde le sait. Fait que l'échange fait aucun sens transactionnellement entre les deux joueurs. Puis, tu sais,
tu veux pas payer le contrat de 345 millions. C'est-tu vraiment juste ça? Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais on voulait légaliser les paris sportifs au Texas. Puis il semble que le vent ne soit pas en la faveur des Henderson, la famille qui a pris le contrôle des Mavericks. Bref, ça ferait qu'on ne veut pas dépenser plus d'argent et donc dépenser sur Luka Doncic, mais tu gères une équipe de basket, là, tu t'en vas vers une équipe qui va être justement être obligée d'avoir une reconstruction alors que tu étais en finale de la NBA l'année dernière. Bref. Excusez, je deviens émotionnel. Je deviens émotif. Écoute, presque 2 mois et demi plus tard, il n'y a personne qui a trouvé une réponse totalement logique à non, mais leur gagnant maintenant, la stratégie gagnant maintenant, les a quand même propulsés au bas du classement, la dernière équipe du play-in, tu sais. Fait que puis pendant ce temps-là, les Lakers en 3e tête de série dans l'Ouest se retrouvent contre les Timberwolves. Maxime, ton constat, qui sort gagnant de ce duel? Écoute, je vais y aller un peu comme Félix. Je pense vraiment que la profondeur des Timberwolves vont avoir raison des Lakers. La force de frappe est là, Luka, LeBron, mais je pense vraiment que je me disais, quand on va arriver contre une équipe qui a de la grandeur, ça va jouer contre les Lakers parce qu'on n'a plus vu de réel centre. Anthony Davis est parti. Jackson Hayes est-il revenu? Je ne suis pas certain. Mais il faisait une belle job en remplacement, sauf que ce n'est pas un centre numéro 1 d'une équipe qui va remporter. S'il l'emporte contre les Timberwolves, je pense qu'on va se casser le nez contre la prochaine équipe dans la série suivante. Donc, j'aime mieux penser que la profondeur et la grandeur des Timberwolves avec un Rudy Gobert, oui, qui est vieillissant, mais qui donne encore de solides résultats. Naz Reid aussi, qui va t'amener encore de la grandeur. Je pense qu'on va exploiter ça. On va envoyer la balle en dessous, puis quand ça ne marchera pas avec Anthony Edwards, puis c'est LeBron qui est obligé de jouer le rôle de centre sur de longs moments. Je pense que, je regardais, je sais pas si je fais un petit aparté, là. Quand on regarde sa silhouette, LeBron, là, je trouve que là, tranquillement, on voit qu'il vieillit un peu. Là. On voit le dos courbature un peu, se courbe tranquillement, puis on voit qu'il y a un peu moins de masse musculaire aussi. Puis là, c'est obligé d'être lui qui prend la charge en dessous du panier. Je pense que ça va jouer contre eux autres plus la série va s'étirer. Donc, je vais avec Timberwolves en 6. Max, me disais pas aux autres invités, mais t'es de loin mon invité préféré qu'on a jamais eu sur le show. Parce que j'ai parlé contre LeBron? Non, parce que t'as parlé pour les Timberwolves. Juste mais de toute façon, Félix, tu sais que les Timberwolves vont gagner parce que vous avez un nouveau propriétaire qui est réputé comme un gagnant. Là, tu vas pas me parler d'Alex Rodriguez. Oui, je vais absolument parler d'Alex Rodriguez. Vous avez un nouveau propriétaire, un vrai gagnant. Arrête de parler. Je veux pas entendre parler de Rodriguez. Je suis content qu'il y ait de la stabilité. C'est la seule chose que je suis content. Mais là, parle-moi pas d'Alex Rodriguez. On va battre les Lakers, puis on s'en va gagner le championnat. Ça y est, je t'en ai là. Les chaises de camping sont sorties, mesdames, messieurs. Je suis prêt. Si vous cherchez le mi-juin, je suis dans le Minnesota. T'es pas sur 5-4? En train de célébrer les deux. Je vais faire les deux. Si c'est la même journée, je vais faire les deux. Inquiète-toi pas. Grosse semaine. Et Pop, finalement, toi, comment tu vois ça, cette série-là? Ben, moi, je pense que le meilleur joueur est chez les Lakers. Le basketball reste un sport où, quand tu as le meilleur joueur dans ton line-up, c'est difficile de ne pas avoir l'étiquette de favori. Donc, pour moi, les Lakers, si Luka tient la route et reste... Ah, je pensais que tu parlais de Naz Reid. Oh, absolument. Ah, mais ça, Naz Reid, ça, c'est dans mon cœur. Ça, c'est pas pareil, ça. Moi, je pensais qu'il fallait de Bronny James, tu vois. J'ai perdu complètement. Oh, Félix, oublie pas aussi que Bronny James va dropper 20 points, puis on va l'entendre pendant 2 jours dans tous les médias, puis ça sera insupportable. Mais pour vrai, t'as Luka Doncic, puis si vraiment ce gars-là veut prouver qu'il est capable d'avoir la durabilité, chose qu'on reprochait justement de cet échange-là avec les Mavericks de Dallas. C'est le moment de le prouver. Si tu es capable d'être tough, d'être en bonne shape physique, c'est le moment de le prouver. Exactement. Et pour notre deuxième série confirmée dans l'Ouest, dernier résultat d'ailleurs qui s'est joué, c'était entre les Clippers et les Warriors, qui s'est conclu par une victoire des Clippers. Ils croiseront donc le fer avec l'équipe qu'on a parlé en début de bloc, les Croquettes de Denver. Max, on sait que les Nuggets, c'est une sale bête en séries éliminatoires, certainement avec un Jamal Murray qui est en hibernation à quelque part, prêt à sortir pour les séries éliminatoires, là.
là. On l'espère, en tout cas, ouais. Ouais. C'est fou, hein, depuis l'année dernière, il n'est plus l'ombre de lui-même. Ah, mais il a toujours ce potentiel-là. Quelle est la blessure qui l'affuble? Je me le demande toujours. Là, bref, je pense que les Nuggets vont l'emporter. C'est dur de miser contre Nikola Jokic, qui est un si grand joueur, qui a eu tellement une grande saison aussi. Mais c'est sûr que de voir aller les Clippers en fin de saison, c'était spécial. Là. Une équipe qu'on n'attendait plus quelque part, mais dont les joueurs se réveillent tranquillement. Une série de 8 victoires pour terminer la saison. Ça va être une belle série. À date, là, ça augure vraiment, vraiment bien pour les séries 2025 de la NBA. Mais j'y vais pour les Nuggets en 6. Ouais, en 6. Ça peut juste bien se passer pour les Clippers tant que Kawhi Leonard reste en santé. Ça reste toujours le plus gros facteur. Puis là, bon, regarde, il a commencé la saison blessé pour du Non, j'aime trop Kawhi Leonard, mais il faut qu'il reste en santé. Je pense que c'est la clé d'un succès potentiel pour les Clippers. Mais encore une fois, Félix, j'ai hâte de t'entendre. Toi, d'ailleurs, justement, tes Timberwolves qui ont sorti les Nuggets champions en titre l'année dernière en séries éliminatoires. Là, cette fois-ci, est-ce que tu mets en avantage contre les Clippers? Moi, j'ai hâte de voir l'impact du fameux mur des Clippers. J'ai hâte de voir si ça va vraiment avoir un impact dans cette série-là. Le genre de mur de fans, là. Je me demande si ça pourrait vraiment... parce que je pense que c'est la première fois qu'on va le voir en série pour de vrai, ce mur-là. Puis, tu sais, ça a quand même marché, surtout au début de saison. On le voyait beaucoup. Puis, j'ai hâte de voir si ça va donner en série cette année. J'ai hâte de voir si ça pourrait jouer un petit peu dans la tête des Nuggets qui, peut-être, sont un petit peu fragiles avec tous les congédiements de la semaine. Mais je pense que les Nuggets ont l'avantage. On a déjà été là. Nikola Jokic a déjà gagné un championnat avec ce noyau-là, avec Jamal Murray, Michael Porter. Je vais donner un avantage aux Nuggets, mais c'est aussi, j'ai vraiment l'impression que c'est une série qui pourrait aller d'un bord comme de l'autre. Je vais y aller avec Nuggets en 7 personnellement. Puis si tu me dis que les Clippers gagnent ce match-là, ce 7e match-là, je pourrais le croire à 100%, mais je vais y aller avec les Nuggets parce qu'il faut que je fasse un choix entre les deux. Mais s'il faut qu'ils gagnent le match numéro 7, il ne faudrait pas que les Clippers soient en avant 3-1 dans la série contre les Nuggets. Non, pour rappeler cette fameuse série dans la bulle, c'était supposé être l'année que ça allait être finale de conférence Lakers-Clippers. Les Lakers étaient au rendez-vous. C'est déjà que les Clippers, dès que tu mets un once d'espoir sur les Clippers, ils vont me décevoir. Mais tant que tu n'as pas Doc Rivers comme coach, c'est ça, t'es correct. Si tu veux perdre une série quand tu mènes 3-1, appelle Doc Rivers pour venir coacher, ça devrait se produire. Quel homme. Et finalement, là, on va appliquer un peu la même règle, en fait, pour ce qui est Kings Mavericks dans le play-in, que peu importe qui va passer. Mais par contre, l'autre play-in, Warriors Grizzlies, c'est vraiment intéressant parce que Warriors qui ont quand même connu une pas trop pire fin de saison avec l'acquisition de Jimmy Butler, mais là, qui ont quand même glissé. Puis les Grizzlies, qui, honnêtement, c'est assez terrible. Là, 4 victoires et 5 défaites depuis le congédiement de Taylor Jenkins. Max, vite, ton ressentiment pour ce duel. Mon ressenti, j'y vais Thunder à 100%, Rockets. Colin, c'est tough de miser contre Steph Curry quand même, là, si les Warriors passent. Mais écoute, ça pourrait être vraiment une bonne série. Rockets-Warriors, là. Je pense que Thunder, peu importe qui tu leur mets devant, à moins d'avoir un grand centre l'autre bord, ça va être ça qu'il faut leur faire peur. Des grands défenseurs. Si tu doubles chez, le problème va être là du côté C'est de cette série-là qu'on parle, là, excuse. le Thunder, les seules faiblesses, c'est on dit que c'est l'expérience, mais moi, ça, je suis pas d'accord. Là, je pense que l'année dernière, ils ont appris à perdre en série. Puis, tu sais, quand je regarde beaucoup de vidéos d'analyse, on mentionne jamais le fait que ton noyau, c'est-à-dire Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz-Dort, ont joué des gros matchs là, internationaux, ont eu des victoires contre l'Espagne, contre l'Argentine, contre les États-Unis, nomme-les. Ça fait partie du noyau du Thunder d'Oklahoma City. Donc, mais le seul vrai point négatif que je vois, c'est Shai a joué
des matchs en tabarouette dans les 3 dernières années là, pour qualifier le Canada pour les championnats internationaux, en France l'été dernier aux Jeux olympiques. Même chose pour Luguentza. Donc, ça, la fatigue va-t-elle rentrer en ligne de compte tranquillement du côté de Shai Gilgeous-Alexander et Luguentza? Et comme deuxième joueur, Jalen Williams, oui, excellent joueur, mais quand Shai va être doublé en série, est-ce qu'il va mettre les gros shots dedans? Est-ce que Luguentz va mettre les gros shots dedans? C'est ça le questionnement. Est-ce que les numéros 2, 3, 4, 5, Chet aussi, je ne l'ai pas nommé, mais vont être capables d'assurer quand Shai va avoir beaucoup de pression sur eux autres. Mais bref, pour la première ronde, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va passer les Grizzlies ou les Kings ou les Mavericks si c'était eux qui l'emportaient, mais je pense vraiment que ça va être les Grizzlies qui vont quand même se faufiler là. Oui, je vous laisse parler. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Si tu avais deux piastres à mettre, là, est-ce que Thunder, c'est ton équipe qui se rend jusqu'en finale? Oui, moi, cette année, je pense vraiment que ça va être leur année. Ouais. Je sais que c'est pas le consensus du tout là, sur les internets présentement, mais je pense que justement, ce qu'on leur met comme tard, ce qu'on leur met comme défaut, je vois pas ça comme des vrais défauts. À part si les deuxièmes joueurs, quand Shai va être doublé, je me répète là, mais quand Shai va être doublé, est-ce que les autres joueurs vont être capables de mettre les gros shots dedans? C'est là mon questionnement. Puis je pense qu'on est prêt à passer à un autre niveau. Je pense que Chet, Jalen, Luguentz, Kayson Williams, nommez-les tous, je pense que là, ils ont eu une grosse année, ils ont appris à gagner et ils vont faire un gros chemin en série. Ouais, je pense vraiment que c'est ça mon pronostic. Si vous me demandiez de mettre un champion là je mettrais le Thunder cette année. Ouais. Les fantômes de Russell Westbrook, Serge Ibaka et Kevin Durant, levez-vous. Exactement. Voilà. Avant qu'on passe aux honneurs... Est mort? Ben, écoute, les Suns... Il est plus fort, en tout cas. Il est pas mort, mais il est plus fort. Aïe, que c'est tough. Mettre 220 millions sur une équipe et pas être capable de se rendre jusqu'aux séries, ça fait mal. Hey, mon Dieu. Bon, avant qu'on passe aux honneurs individuels, Félix Pop, si vous aviez à jouer un peu la prédiction, qui sort grand gagnant de tout ce petit tournoi des séries éliminatoires? Ce petit tournoi des séries éliminatoires, moi, je pense que ça va être Cleveland. Oh. Parce qu'on sait déjà que si la NBA est vraiment truquée, ils vont arranger pour que Cleveland affronte LeBron James et les Lakers en finale. Oh! Wow! J'avais même pas pensé à ça, mais j'adore ça. Ils vont trouver un moyen de mettre les Lakers en finale, puis ça va être contre Cleveland. Puis souhaitons aussi que les Cavs réussissent. Parce que, tu sais, Cleveland sera toujours l'organisation que genre, ouais, vous avez gagné un championnat en 2016, mais, tu sais, je ne gagnerai jamais un championnat sans LeBron. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça à exorciser un peu de ce démon-là, du coup. Exactement, Mio. Le singe sur l'épaule à Cleveland, il commence à être pas pire, là. Peut-être qu'il est là à Rambouillet en ce moment, là. On ne sait pas. mais j'aime vraiment ça, Cleveland Lakers en finale. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais je pense que dans l'Est, les Celtics vont sortir de là. Je pense que les Celtics sont encore bons, man. Je veux dire, c'est encore c'est la même équipe que l'an passé. Ils sont encore vraiment. C'est les champions, en fait, les plus disrespect que j'ai vus depuis un bout dans la NBA. Man, je suis pas le plus grand fan de Jason Tatum puis de Jaylen Brown, mais man, ils l'ont fait, puis ils ont un super bon noyau autour d'eux. Je pense qu'on l'a vu l'année passée, que cette équipe-là était capable de se rendre jusqu'au bout. Puis je pense que cette année, en sachant ça, peut-être qu'on s'est préservé un petit peu pendant la saison pour attaquer rendu en série puis être vraiment prêt. C'est le fameux classique de on sait ce que ça prend pour gagner. Oui, c'est un cliché, mais c'est vrai quand même. Là, je veux dire, on l'a fait à Boston l'an passé. Puis sérieusement, dans l'Ouest, j'ai l'impression que tu pourrais prendre un dard, tirer sur n'importe lequel des 8 équipes. Peut-être pas les Kings et les Mavericks, là, mais je pense que les 8 autres équipes, tu prends un dard, n'importe qui peut sortir de là. Mon cœur de fan a envie de dire les Timberwolves. Mon esprit rationnel me dit que c'est complètement ridicule. Ça va être Boston-Lakers en finale. Parce que ça va être Boston-Lakers. Puis un autre classique Boston-Lakers. Puis Max, en plus, un super beau chandail pour ça. En plus, un Boston Lakers, un beau chandail de Larry Bird, Magic Johnson. Ça va être Jason Tatum contre Luka Doncic en finale. Si j'avais à me mouiller en ce moment.
Incroyable! Et sur ces paroles qu'on va se rendre finalement aux honneurs individuels. Alors, Max, on en a 5 à décortiquer, dont recrue de l'année, le joueur qui s'est le plus amélioré, le coach de l'année, le joueur défensif et le MVP pour clore le tout. Pour chacun d'entre eux, tu auras le grand honneur d'être le premier au bâton afin d'emprunter une petite expression au baseball. À commencer par la recrue de l'année. Qui vois-tu dans cette classe qui est un peu moins flamboyante que par le passé, sont peut-être assurés, surtout avec, sans dire un repêchage, un repêchage très plate finalement, non. Un repêchage. Un repêchage. Oui, il y a eu lieu. L'entre Cooper Flag, Victor Wembanyama. Effectivement, j'aurais vraiment aimé que Zach Edey soit dans ce palmarès-là. Il y a eu le début de saison pour. On ne pensait pas qu'il allait se greffer aussi rapidement à un 5 partant. C'était un des questionnements qu'on avait avant la saison. Pourrait-il éventuellement? Puis il l'a fait vraiment rapidement. Donc, chapeau à lui de ce côté-là. Je pense juste que Stephen Castle a eu une fin de saison explosive qui va rester en mémoire beaucoup plus pour les journalistes qui auront à voter. De ce côté-là, je me remets de Stephen Castle. Mais, tu sais, Rizaché a eu une belle fin de saison aussi. Tu sais, je pense juste que c'est le fait qu'il a été recruté numéro 1. On attend tellement d'un joueur qui est recruté numéro 1 qu'il n'a pas eu cette saison-là à la hauteur des attentes, mais il a quand même vraiment eu une très belle fin de saison. Donc, chapeau à lui exactement aussi, mais je vais y aller avec Stephen Castle. Yes. Félix? J'y vais avec Stephen Castle. Honnêtement, j'ai rien à ajouter. Je veux dire, Max a fait tout mon argumentaire pour moi. Je veux dire, prenez ce qu'il a dit, copier-coller, je fais du plagiat total sur sa réponse. Je l'avais vu sur ta feuille. C'est ça, c'est ça. Je me disais, je suis comme, voyons, les mêmes mots, mêmes phrases, la même construction de phrase, c'est bien bizarre. Fait que c'est le même argumentaire que Max. Prenez la même chose pour moi, Stephen Castle. Finalement, Pop. Écoute, Stephen Castle, c'est une bonne chose. Peut-être Alex Sarr aussi, peut-être les Wizards de Washington. Je pense, tu sais, autant que Zachary Rizaché, peut-être, fait moins parler de lui, justement, avec son statut de joueur repêché au premier rang. Mais Alex Sarr, tu sais, a un peu la même chose parce qu'il joue dans une équipe totalement exécrable à Washington. Mais je pense, un peu comme mes deux autres compères, Stephen Castle va lui donner, mais si j'avais à nommer quelqu'un, peut-être Alex Sarr du côté des Wizards de Washington. Et salutations à Jared McCain qui semblait avoir le trophée au bout de ses bras rendu au mois de novembre, mais qui finalement, non, ça ne semblera pas. Une blessure un petit peu exécrable. Ensuite, on va passer au joueur qui s'est le plus amélioré en 2025. Un prix quand même assez controversé pour qu'est-ce qui qualifie vraiment un joueur qui s'est le plus amélioré. Max, que voit ta boule de cristal? Ouais, on a souvent la tendance à donner ce trophée-là à des joueurs qui sont très bons et qui deviennent des stars. Tu sais. Dans les dernières années, ça a été le cas avec Ja Morant, entre autres. Mais je pense que cette année, ça va être un joueur, on l'a nommé un peu plus tôt dans le podcast, Dyson Daniels, qui a fait vraiment des grands pas cette année, qui est passé de joueur à peu près inconnu à un des meilleurs défenseurs de périmètre de la Ligue, le plus de vols de balles cette saison. Sinon, Peyton Pritchard, qui a vraiment bien fait aussi, qui arrivait en renfort dans les dernières années, mais tu sais, un peu invisible, cette année, a eu des gros matchs. Puis justement, vous parliez du fait de se reposer chez les Celtics. Il a aidé grandement à ce que les autres joueurs se reposent en donnant de grosses minutes cette année. Mais je pense que je donnerais ce trophée-là à Dyson Daniels cette année, qui a fait écarquiller beaucoup de yeux. Félix? J'aime beaucoup Daniels. Je pense que c'est le favori pour l'emporter. Et si j'avais à voter, je pense que mon vote irait à lui aussi. Mais j'aimerais aussi qu'on donne un peu d'amour à Deni Avdija parce qu'on parle tellement pas beaucoup des Wizards. Puis ce gars-là, vraiment dans l'ombre, a émergé comme un solide joueur pour les Wizards. Et bon, c'est très difficile d'évaluer un joueur des Wizards considérant que c'est tellement merdique tout ce qui est autour de lui. C'est vraiment, vraiment difficile, mais il a réussi quand même à ressortir, avoir des bons moments avec cette équipe-là des Wizards. Je pense pas qu'il va le gagner. J'espère au moins qu'il va avoir un petit peu d'amour de la part des électeurs. Je pense que Daniel, ce serait mon choix aussi, mais je veux pas qu'on oublie Deni Avdija dans tout ce processus. Pop! Rapidement, je pense que, tu sais,
on parle beaucoup de Kate Cunningham, mais je pense Malik Beasley, comment il a réussi à prendre beaucoup de responsabilités avec les Pistons. Moi, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui mériterait des votes aussi. Mais Malik Beasley, pourquoi pas. Austin Reeves en est un autre aussi qui fait beaucoup jaser maintenant. Qui lui crut que 2-3 ans plus tard, Austin Reeves fasse partie du plan de match pour toute équipe jouant contre les Lakers. Vraiment, quelle bon histoire. Point. Qui a LeBron James et Luka Doncic, déjà que le plan de match n'est pas déjà assez tough de même. Maintenant, tu dois inclure Austin Reeves. Quelle drôle de saison. Et les 3 derniers, alors on va essayer de clencher ça. Max, ton coach de l'année. Denio, vraiment, est même pas considéré, donc je pense pas qu'il va le gagner. Mais quelle saison quand même. Là, même si c'est sur 3 saisons, quel travail il a fait avec ce groupe de jeunes joueurs-là. On le rappelle, là, l'équipe la plus jeune qui se qualifie pour les séries, une 2e année consécutive, la 2e plus jeune de tous les temps à remporter une conférence après eux l'année dernière. Donc, gros travail de Mark Denio. Mais les Cavs, Atkinson, excusez-moi, a fait vraiment une job colossale, puis il y a un petit fait francophile là-dedans. Là. Il a fait une partie de son basketball en France. Bref, tout ça, c'est très beau, mais je pense que ça va aller à BJ Bickerstaff, qui a amené une équipe qui allait nulle part en série, 6e quand même, une belle place en série. Bref, je pense que ça va aller à Bickerstaff. Félix Doc Rivers. mon préféré, Doc Rivers. Non, mais je suis un peu tanné que Max il est sur ma feuille parce que clairement, il y a les mêmes raisonnements que moi. C'est les 3 que j'aurais nommés aussi. Je pense que c'est les 3 qui ont brillé cette année beaucoup. Là, Atkinson, ce qu'il a fait avec cette équipe-là, puis Bickerstaff aussi. Incroyable ce que Bickerstaff a fait avec ces Pistons-là. Je pense que j'ai envie de donner de l'amour avec Bickerstaff. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi à Houston, ce qu'on fait à Houston en ce moment. Je pense qu'il faut donner de l'amour à cette équipe-là, une jeune équipe. Mais j'irais quand même avec JB Bickerstaff. Je pense que ce qu'il a fait avec Détroit, que personne n'attendait là. Pas que tu l'as dit, c'est la 6e plus grosse amélioration de victoire d'une saison à l'autre. Derrière les équipes qui avaient ajouté des Steve Nash, des Kevin Garnett, des David Robinson, des Tim Duncan. On a ajouté Tobias Harris puis Malik Beasley. Là. Je veux dire, il y a eu un gros travail de coaching qui a été fait. Je pense qu'il faut souligner le travail de JB Bickerstaff avec je pense que je ne peux pas rien ajouter. Ma réponse à être JP Bickerstaff. Je ne l'ai pas déjà étalé un peu plus tôt sur le podcast. On le rappelle à quel point les Pistons sont arrivés. Puis c'est la première année de JP Bickerstaff. Le turnaround s'est fait avec lui. Je pense pas qu'il y ait vraiment de débat pour coach de l'année, vraiment. Je pensais que ce serait bien plus... Honnêtement, je pensais que ce serait bien plus unanime que ça ici. Non. Peut-être si les Cavs avaient fini premier là, de toute la ligue, peut-être qu'on aurait... Mais tu sais, il y a de très bonnes chances que les reporters votent pour Atkinson aussi. Là, ouais, je pense qu'Atkinson et Bickerstaff, les deux se défendent très bien. Puis je pense que il y a un argument à faire pour les deux. Puis c'est deux niveaux différents. Udoka aussi, là, tu sais, c'est oui, un revirement de situation totale aussi, là, ouais. Le nom, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas nommé, là, mais oui, mais Udoka, 2e place dans l'Ouest, c'est quand même rien de trop terrible. On approche de la fin. Joueurs défensifs et MVP qui s'en viennent, à commencer par joueurs défensifs. Max, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Ouais. Écoute, je me suis pris des petites notes pour ça, là. Non. Il est arrivé prêt, j'aime ça. C'était Victor, c'est tellement triste, en fait, qu'il se soit blessé et qu'il ne puisse pas le remporter. J'aurais quand même le goût de se donner quasiment. On ne peut pas faire semblant qu'il a joué 65 matchs. Mais sinon, Dyson Daniels est là, c'est sûr et certain. Il a reviré tout de bord à Atlanta de ce côté-là. Je suis vraiment triste parce que Luguentz mériterait d'être là. On mentionne Dyson Daniels comme le meilleur défenseur de périmètre, mais de quoi vous parlez? Regardez, comme le OKC n'arrête pas de dire, regardez les matchs, regardez-vous. Chaque équipe a sur son plan de match de mettre attention, c'est Luguentz-Dort l'autre bord. Il va falloir faire des écrans. On change nos plans de match en fonction de Luguentz-Dort à chaque fois. Vous l'avez sûrement vu passer, les statistiques des joueurs étoiles de la Ligue qui descendent dramatiquement lorsqu'ils affrontent OKC. Mais ce qui joue contre Luguentz, c'est que toute cette équipe-là est capable de défendre. Mais c'est le meilleur défenseur dans la meilleure équipe défensive de la Ligue et une des meilleures défenses de tous les temps. Puis c'est Luguentz qui est la porte d'entrée de cette défensive-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi les journalistes le favorisent pas plus.
Bref, je pense que ce ne sera pas lui, puis c'est vraiment triste, mais mon vote vers Luguentz-Dort. J'y vais par chauvinisme. That's it, c'est fait. Luguentz, tu le mérites, mais au moins, il va être sur une des équipes défensives là, cette année, versus les autres années où il s'est fait voler carrément l'année dernière. Il aurait dû l'être. Moi, je t'ai rendu dans les statistiques avancées de regarder par position. Il a fait, il est meilleur que Jalen Suggs. Mais il ne l'a pas emporté. Cette année, au moins, il va être sur une des deux équipes défensives. Ça sera au moins un petit baume sur la plaie vive qui aurait dû être considéré comme joueur défensif de l'année. Je m'en me coucher, ça fait mal. Je suis complètement d'accord avec Max qui est couché dans son divan. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo en ce moment, allez se coucher dans son divan, Max. Sérieusement, Luguentz-Dort mériterait de l'amour. Puis je pense que ce qui joue contre lui, c'est qu'il n'y a peut-être pas les stats. Souvent, on regarde les vols de ballon puis les blocs. Il n'a peut-être pas ces stats-là nécessairement. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que Dyson Daniels se mériterait peut-être plus d'amour. Là, Draymond Green est parti dans une campagne médiatique pour le gagner. Draymond Green a quand même une bonne saison. Je ne sais pas s'il va le mériter, mais je pense qu'il va le gagner, mais je pense qu'il le mérite. Evan Mobley mériterait de l'amour aussi. Oui. Je pense que tu as raison. C'est ça, Evan Mobley qui est un pilier de cette défense-là à Cleveland. Je pense que j'irais pour Dyson Daniels personnellement, mais je pense qu'honnêtement, tu peux pas. Il y a tellement de bons candidats, c'est tellement difficile d'en trouver juste un, que ce soit Luguentz, que ce soit Dyson Daniels, même les Clippers qui essaient de pousser la candidature de Zubac depuis quelques semaines. Il y a tellement de bons candidats pour ce trophée-là. Si j'avais à choisir, j'irais pour Dyson Daniels parce que j'adore un défenseur de périmètre, puis les vols de ballon que ce gars-là fait depuis quelques mois, ça n'a aucun sens à quel point il vole le ballon, il soutient le ballon de l'autre équipe à un rythme infernal. J'irais pour Dyson Daniels, mais je pense que c'est vraiment une question de préférence personnelle. Veux-tu un gars qui bloque des ballons? Veux-tu un gars qui vole des ballons? Veux-tu un gars qui neutralise l'autre joueur? Ça dépend pour tout le monde de plus cette définition de c'est quoi un excellent joueur défensif. Puis je pense que c'est pour ça qu'on voit autant de bons candidats, parce que c'est au niveau philosophique un peu, c'est qu'est-ce que tu préfères personnellement. Moi, j'ai totalement hâte qu'on fasse un thread sur Reddit pour dire que Dyson Daniels avait un statisticien de son bord à domicile, comme Jaren Jackson Jr. il y a 3 ans. Moi, j'ai juste hâte de voir Adam Silver faire un autre statement là-dessus. Mais c'est ça qui est plate un peu des joueurs défensifs. Puis ça, c'est pas juste dans la NBA. La NFL, c'est un peu comme ça, tu sais. Les stats comptent, les chiffres basiques que tu as devant les yeux, ça compte. Souvent, le gars qui remporte le titre de joueur défensif de la NFL, ben, c'est le gars qui a le plus de sacs. Fait que, tu sais, tu regardes dans la NBA, celui qui a le plus de vols, celui qui a plus de stocks, ce qu'on dit en termes anglophones, de vol de ballon plus de blocs. Ben, ça va être facile, je pense, pour les journalistes d'y aller avec Dyson Daniels. Mais Luguentz, par exemple, si on sort l'argument que Luguentz c'est le meilleur joueur dans la meilleure défensive, moi je m'excuse, mais Rudy Gobert a été le meilleur joueur défensif dans la meilleure défensive il y a 2 ans. Là. Donc, tu peux être conséquent. D'après moi, Luguentz tu pourrais sortir cet argument-là pour Luguentz et lui donner le trophée pareil. Là. Exactement. J'aime bien, toi. Puis Max, je pense que ça va pas trop être difficile de deviner mais pour terminer ça, qui est ton MVP? On sait, ça a été proche toute la saison. Il y a juste 2 bons candidats. Lequel sort vainqueur selon toi? J'ai pas le choix. Je vais encore par chauvinisme. SGA, une saison. On va se le dire, là, c'est 2 candidatures, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, qui auraient pu être le joueur de l'année dans tellement de saisons, dans à peu près les 15 dernières. Nikola Jokic qui a eu sa meilleure saison statistique plus que lors de ses 3 titres de joueur le plus utile. Donc, tu te dis, normalement, il devrait gagner. Mais SGA a tout révolutionné au niveau offensif. Ils sont la 3e meilleure offensive, puis tu regardes alentour de lui qui a, Colin, oui, il y a Jalen, oui, Chet, mais il y a eu beaucoup de blessures pendant l'année. Ils ont maintenu le cap, ils ont maintenu le bateau à flot. 72 matchs de suite avec au moins 20 points, c'est le record ultime. S'il en fait un autre l'année prochaine, il va battre le record de Durant, de Jordan. Il est dans la même phrase que justement des gars comme Durant, comme Jordan. Le plus de matchs de 20 points, le plus de matchs de 30 points, le plus de matchs de 40 points, le plus de matchs de 50 points. Puis, contrairement à Jokic, il est bon en défensive. Moi, c'est l'argument massu qui fait pencher la balance.
c'est un bon défenseur. Il était d'ailleurs mentionné qu'il devrait être sur les 2 équipes défensives aussi cette année chez Gilgeous Alexander. Donc, ça pèse dans la balance, alors que Jokic est moyen pour être généreux. Là. Il est moyen en défensive. Donc, pour moi, c'est ce qui fait pencher la balance en faveur de notre Canadien chez Gilgeous Alexander. Moi, sérieusement, tu peux tellement me faire un bon argument pour les deux. J'ai même pas envie de me mouiller tellement cette course-là est serrée. Fait que tu sais quoi, Toppy, je dis Anthony Edwards, puis ça va être ma réponse. J'arrêterai, j'ai pas envie de me mouiller dans ces deux-là. Honnêtement, t'as un bon cas pour les deux. Plus sérieusement, je pense que j'irai avec Jokic juste parce qu'offensivement, c'est un monstre. Mais sérieusement, les deux pourraient le gagner. Ce serait tellement mérité pour les deux. Fait que c'est pour pas faire de malheureux, pour pas heurter les sentiments de personne, je m'éloigne de ces deux-là. Anthony Edwards est mon MVP. Parce que je sais qu'il y a personne qui est assez fan des Timberwolves pour que ça vienne les craquer vraiment. Fait que je vais avec Anthony Edwards comme MVP. D'ailleurs, avec notre ami de l'émission qu'on salue, Liam Hood, que lui est très pro Nikola Jokic dans cette affaire. Je vous confirme, c'est pas parce qu'il est en Indonésie avec sa douce en ce moment qu'il ne nous envoie pas un Muse of the Day sur Nikola Jokic à tous les soirs. C'est pas ça qui va nous empêcher. Écoute, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui vont me faire pencher pour la balance, puis je vais y aller avec SGA pour le titre d'MVP. Veux pas, c'est plate ce phénomène-là, mais le voter's fatigue, ça va arriver. Je pense que de ce côté-là, même si on veut se faire croire que ça ne rentre pas en ligne de compte, un moment donné, je pense pas que Jokic va remporter. Ça va être quoi, un 4e MVP en 5 ans? Et il aurait mérité les 4 en plus, on en a donné un. Il aurait même mérité le 5e quand Joel Embiid a remporté le sien. Mais je dis pas qu'il l'a remporté, mais veut pas, ça va arriver à un moment donné. Puis la deuxième affaire, c'est que SGA, le gros narratif qu'on a cette saison, c'est que ce gars-là, est trop dépendant au lancer franc pour accumuler les points. Shai Gilgeous-Alexander va devenir le 33e joueur de l'histoire à faire une saison de 32 points ou plus par match. Et tu regardes le nombre de lancers francs qu'il prend par match, il est 27e en ce moment. C'est tout ce narratif. Juste avec ça, tu peux tuer ce narratif-là que ce gars-là a besoin de lancer franc pour avoir ses points. Fait que juste pour ça, le voter's fatigue, ça va aller à SG. Mais par contre, ça va être serré. Je sais pas qui va gagner, mais peu importe, ça va être serré. Absolument. Ça va se jouer. Parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, là, un triple-double de moyenne, c'est complètement fou. Là, puis par un centre en plus. Puis même Will Chamberlain n'a jamais fait ça. Alors que c'est des statistiques de jeux vidéo, Will Chamberlain, des 50 points par match de moyenne, un match de 100 points. Il a décidé de gagner une saison avec. On disait qu'il était trop. Qui bouffait trop la balle. Il a décidé une saison de gagner le titre pour les assistances. Il pouvait faire ce qu'il voulait sur un terrain, puis il n'a jamais fait une saison de triple-double comme le fait Nikola Jokic cette année. Fait, ça aussi, ça pourrait faire pencher la balance. Mais comme tu l'as dit, c'est plate que ça existe, ce phénomène-là. On devrait écarter ça complètement, puis juste voter pour le meilleur joueur de la saison. Mais oui, ça rentre en ligne de compte. On va vouloir quelqu'un de nouveau. Et je pense que, je l'ai déjà dit, mais... Will Chamberlain qui a déjà fait une saison complète avec une moyenne de 48,5 minutes par match alors qu'un match de basketball dure 48 minutes. Ça fait juste pour vous montrer à quel point ce gars-là est un alien dans son temps. Je ne sais pas c'est quoi. Ben oui, puis c'est ce qui m'a fait... C'est ce qui m'a fait à ce bloc basket. Maxime, reste proche parce qu'on a quand même une petite question quiz qu'on aime garder pour la fin de l'émission qui est le joueur de la semaine. Puis tu vas voir, Maxime, on se retrouve pas avec le basketball, mais elle va être très facile. C'est un petit ailier de 19 ans qui porte le numéro 93 avec les Canadiens de Montréal. T'en as peut-être entendu parler cette semaine, Maxime, mais si t'avais te mouillé, qui est ce joueur mystère de la semaine? Aïe. Pas facile. Cam Fowler? Non. Le demi-gars. J'ai envie de pencher pour Doug Gilmour. Je sais pas, peut-être, probablement lui. T'en sors une vieille. Mais oui, effectivement, bien le seul et l'unique Ivan Demidov. Et mesdames et messieurs à la maison, c'est ce qui met fin à cette édition de la Triple Menace. Encore une fois à Maxime d'avoir participé pour cette dernière heure de basketball. Maxime, c'est le temps de plugger tout ce que tu as plugué. La scène est la tienne.
Planète Basket, disponible sur toutes les plateformes, excepté le YouTube. Je vois que vous faites la promotion de YouTube. Mais tu sais, sur Apple Podcast, Spotify, etc. C'est disponible partout pour taper Planète Basket. On a bien du fun. Mio vient faire son tour assez régulièrement. C'est aux 2 semaines. Bref, c'est vraiment, si vous êtes des amateurs de basket, c'est un rendez-vous que j'espère que vous allez aimer. L'émission est en constant changement. Si vous avez des suggestions, n'hésitez jamais. Puis si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que ça se passe de mon côté. Maxime, pas de E, P Basket. Merci les gars. C'était vraiment le fun d'être avec vous aujourd'hui. Oh, inquiète-toi pas, le plaisir est partagé avec nous, sois-en certain. Bien gentil. Oui, effectivement. Hey! Bienvenue à cette fin d'émission de la Triple Menace. Si tu es ici présentement, c'est parce que tu te dis « Oh, Pelay, mais où est l'annonce du concours du chandail d'Alex Ovechkin? » Eh bien, si ton nom est Marc-Étienne Gaboury, c'est toi qui remporte le chandail. Félicitations, Marc-Étienne. On va te contacter sous peu afin de te faire parvenir ça. Félicitations et aussi aux autres qui ont participé. Restez proches, il y en aura certainement d'autres dans le futur. Tout dépendant s'il y a un petit événement important ou pas qui se passe, il y aura peut-être un jersey à faire tirer. D'ici là, comme on a dit en fin d'émission, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde!